Alors, vous êtes à la Ligue des Cinéphores, je m'appelle Mathieu, je suis avec mon collaborateur Max. Alors, comment vas-tu, Max? Ça va super bien, et toi, le grippé? Ah, écoute, j'allais le dire, un peu grippé, mais toujours assez d'énergie pour notre émission et plus que j'avais motivé à faire une émission de qualité pour vous, ceux qui nous écoutent. Alors, sans plus attendre, on se dirige aux chroniques. Les chroniques! Alors, nous voilà dans les chroniques, sans plus attendre, notre première chronique, comme chaque semaine, c'est qu'est-ce qu'on a vu cette semaine. Alors, Max, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu as vu cette semaine? J'étais bien relax, malheureusement, avec le temps des examens que j'ai pendant mes études. Et Ah là là. dans le fond, la vie fait que parfois, on a un manque de temps. J'ai écouté seulement ce film, puis c'était pour faire plaisir à ma copine. J'ai écouté Toy Story 2. Ah! Pas le 1, pas le 3, non, le 2. Qui est très très bon, pareil. C'est peut-être le plus faible des trois, mais c'est Le plus quand faible même... des trois? Moi, je pense que c'est le dernier qui est le plus faible des trois. Non, je suis pas d'accord. Le troisième, je trouve que c'est un des meilleurs films d'animation créés à jamais. Ah! Ah, je le trouve vraiment parfait, le 3. Le 2, il est bon, mais tu sens qu'il sent le... Pas l'entre-deux, mais... Ben, à la base, il voulait s'en faire un, puis on dit que c'était une suite, et le 3, c'était vraiment, il y a une grande intervalle de temps entre les deux, je pense qu'il y a 10 ans, je pense. Quelque chose comme ça, ouais. Puis c'était vraiment pas prévu, c'est les fans qui l'ont demandé, puis là, ils ont prévu un quatrième d'ailleurs. Ouais, c'est ça, j'allais en venir justement. Je vais en parler pendant mes actualités. Fait que je t'en reviens là-dessus tantôt. Ok, il y a tout est... Non, c'est vraiment juste ça. Ouais, Max. Mais la semaine prochaine, je me rattrape. Je vais essayer de nous faire rattraper ça. Alors moi, j'ai vu entre autres deux films. Le premier, c'est le film, un film historique qui s'appelle Jaws. OK. J-O-Y. Et c'est un film qui met en vedette Jennifer Lawrence, qu'on a pu voir en tant que mystique dans la nouvelle trilogie de Nixon. En plus d'Hunger Games, en plus. Hunger Games aussi, d'ailleurs. Et la fois, c'est un film qui raconte l'histoire d'une femme d'affaires dans les années, si ma mémoire est bonne, 70 ou 80. Je vais pas me tromper, ou un petit peu avant. Et qui essaie de percer une nouvelle des affaires, et elle invente une mop multi-usage. La mop. Une mop. C'est elle qui a inventé la mop multi-usage. Et c'est quoi une mop multi-usage? Ben, c'est genre, c'est une mop que, d'après un système dessus qui fait qu'on n'a pas besoin de la tordre nous-mêmes. On pèse sur un truc et elle se tord automatiquement. Il a fait un film sur ça? Oui, parce que ça révolutionne le monde des mops. Elle est devenue une des femmes les plus riches aux États-Unis. Ah ben oui, hein? Puis elle est devenue une inventeuse. C'est sa première invention d'une série de paquets d'inventions. Ok, elle fait plus mais que des mops. Ouais, mais c'est de là que c'est parti sa compagnie. Avec cet argent-là, elle est partie à autre chose. Mais ouais, c'est la grande... Je suis plein de jugement. C'est elle aussi qui a inventé les cendres de vêtements, mais comment je peux dire ça? En triangle. OK. Parce qu'avant, c'était juste une barre comme ça en bois, si tu veux. Elle a inventé le principe de triangle et ça se portait mieux le poids. Je te jure, c'est à la bête, mais c'est elle qui a inventé ça. Ah, écoute. C'est un film autour d'elle, c'est un film, je dirais, dramatique, là. C'est un film dramatique, parce que, dans le fond, il faut une histoire intéressante. Donc, oui, elle essaie de se battre contre un système qui est, à cette époque-là, principalement homme. Et il y arrive plusieurs péripéties. C'est un bon film, un bon 1h40, je pense, de visionnement. Et j'ai bien apprécié. Je le recommande surtout parce que c'est une actrice du talent. Puis aussi d'ailleurs, dans le film, un autre acteur que j'aime beaucoup qui est Bradley Cooper. Ah oui, évidemment. Ouais, il y a un rôle. C'est pas la première fois qu'ils jouent ensemble, en fait. Non, ils ont fait, je pense, 4-5 films ensemble. Alors, j'en vois 3. Il y a celui-là que, je m'en rappelle plus du nom, que justement, Bradley Cooper court tout le temps avec un sac de vidange. C'est weird du même que je trouve pas de nom. Et, voyons, le film de cambriolage. Je l'ai pas vu, hein? Il y a un film de cambriolage qui est dedans aussi avec lui. Oui. Ça, c'est Arnaque américaine. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'artistes dedans. Mais le dernier, ils en ont fait un dernier ensemble, puis je l'ai pas vu. Ah, il y en a un autre? Ouais, ça se passe genre dans un ranch, un truc du genre, là. Ah, je pense que ça dit quelque chose. Bref, on s'est un flop. Ouais, en tout cas. Bref, mon deuxième film que j'ai vu cette semaine, c'est Régression. C'est un film qui met Emma Watson comme actrice principale. Pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est Hermione Granger dans Harry Potter. C'est un film d'horreur, si on peut dire, horreur, suspense, thriller, tout ça. Mm-hmm. Et j'ai manqué le début parce que je l'écoutais sur super écran. Et dans le fond, c'est un film historique encore une fois qui est basé sur une histoire d'une secte satanique aux États-Unis. Est-ce que c'est inspiré d'un fait réel? Oui, c'est inspiré d'un fait réel. Ok. J'ai pas vérifié moi-même, mais c'est ça qui est indiqué quand on va voir sur Wikipédia. Ouais, on s'entend. Et dans le fond, si on suit, dans le fond, ça commence que il y a une arrestation d'une secte sataniste et dans le fond, il y a une victime qui était censée être sacrifiée, tout ça, elle a été violée tout ça par son père qui est dans la secte. Et son père ne se rappelle pas ce qui est arrivé, puis là, le film mélange réalité et imaginaire. Puis on n'est jamais sûr quand on est réalité quand on est imaginaire. Puis Colomb s'est mis l'accent là-dessus. Ah ouais, c'est et le film vraiment il est perturbant. À la fin, t'es comme troublé par la fin du film. C'est un punch à la fin?
C'est comme, ben, c'est pas un punch, mais je veux dire, la fin, c'est comme pas une fin, genre. Ok. Parce que ça laisse place, parce que c'est historique, donc ça laisse place à la suite, parce que ça laisse des mystères. Tu sais, les films de même, ça laisse toujours un doute. On n'est pas sûr de ce qui vraiment se passe. Ok. Donc, je le recommence et ça m'a surpris comme film quand même bon. J'aimerais ça l'écouter pour voir complet le film. Mais j'ai quand même vu le 3/4, donc j'ai une belle... C'est le début, hein, que t'as manqué, c'est ça? Ouais, à peu près une demi-heure, je dirais. Oh, ok. C'est quand même beaucoup, je sais bien, mais à peu près. Le générique d'intro, c'est ça. Ouais, genre. Bref, je le recommande pareil. Après, j'ai écouté deux séries qui ont commencé il y a pas longtemps. Une qu'on a déjà parlé un peu à l'émission, qui est Walking Dead. Walking Dead, je l'avais pas. Ah, c'est vrai, c'est une série de série B, pas très connue. Ah ouais, pas clair. Ça, on a écouté ça pour la première saison, mais depuis, c'est plus une série B. Ok. Et dans le fond, la saison 7 a commencé. Tous les fans de la série l'attendaient avec impatience parce que la saison 6 finissait brutalement. Et la saison 7 commençait avec la même scène que la fin de la saison 6, c'est la première fois que ça arrivait. Et écoute, ceux qui m'écoutent, vous vivez votre vie sans avoir vu la saison 7. Parce que le premier épisode, il vient tellement te chercher, il vient tellement te détruire mentalement, que tu te dis, mais oui, mais pourquoi? Pourquoi? Et je vais en reparler dans l'actualité après. Mais je suis curieux, je sais pas si t'es au courant, mais Walking Dead, il passe en faire combien de saisons? Parce que, tu sais, des fois, les séries, je sais, comme je te disais à un moment donné, les acteurs, souvent, ils signent pour 7 saisons obligatoirement quand ils s'engagent dans une série. Ouais. Mais je me demande, Walking Dead, est-ce que ça achève ou ça en a encore pour un bout? Ben, c'est comme un peu Game of Thrones, dans le sens que c'est basé sur une œuvre. Walking Dead, c'est un comique à la base. Mais qui prend plus de liberté, ça se peut-tu? Ben, comme Game of Thrones, plus les saisons avancent, plus ils prennent de liberté. Ok. Même si au début, on a pris l'exemple avec le personnage de Daryl, qui n'existait pas à la base dans les comics, qui est maintenant un personnage central de la série. Mais c'est ça, là, ça livre beaucoup, mais je sais pas si c'est la dernière. J'ai pas entendu ça encore. Mais j'ai comme... Il me semble que ça devrait s'approcher de la fin, parce que là, je veux dire, comment l'histoire s'avance, il faut qu'il y ait une fin, parce qu'à un moment donné, ça commence à devenir un peu, je pourrais dire, redondant, même si c'est intéressant comme univers. Les dernières saisons, j'ai trouvé intéressantes, mais il y avait des longueurs à certains moments qui faisaient que ça m'énervait, qu'au début, il n'y avait pas. Et aussi, pour moi, dans l'univers zombie, il y a toujours une part de chercher une solution. Ce qui était le cas au début de la série, que maintenant, c'est plus une série de survie, et qu'on voit des zombies qui ont des éléments de plus en plus dramatiques, qui montrent le côté humain, comment il fonctionnait dans une société post-apocalyptique, sans chercher vraiment une solution concrète au problème, là. Okay. Donc, mais la série est excellente, là, je veux dire, c'est devenu une série culte. Keeper de Walking Dead, est-tu aussi bonne? Ben oui, on en a pas encore parlé, mais c'est le premier spin-off de la série. Et dans le fond, ça se passe avant l'univers de Walking Dead, je me reprends. Ça se passe quelques temps avant la série Walking Dead, si je me rappelle bien, c'est 1 an. Je suis plus certain. Est-ce que c'est pendant que j'oublie le personnage principal de la série, est dans le coma? Je vais en dire. Dans le fond, comment ça se passe, c'est que la série nous montre que la société a réagi face à une invasion apocalyptique des zombies. Donc la série commence, il n'y a pas de zombies. Mais rapidement, dès le premier épisode, on commence à avoir des zombies. Mais les gens comprennent pas que c'est des zombies parce que la société est encore là, comme aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui tu sors dehors, tu vas travailler, tu vas se voir quelqu'un marcher qui a toute salle avec du sang, c'est comme, je sais pas, de fois tu continues ton chemin comme si rien n'était. Ou t'écoutes les nouvelles, il y a une foule, puis la police on tire sur des itinérants. Les gens capotent parce que quoi ils tirent sur des itinérants, mais là après tu comprends le contexte, la c'est que c'est des zombies, mais personne comprend ça, tu sais. Là, il y a des foules qui partent, là tu vas voir l'ambiance, il y a des gens qui commencent à paniquer tranquillement, il y en a qui commencent à le comprendre. Juste donner un exemple, il y a une scène à un moment donné, t'as un des personnages principaux qui est un père, que lui il a compris qu'il y avait des zombies, puis il sait pas s'il doit le dire, puis là il sait pas qui le sait, fait que là il est en char, puis il arrête la lumière, puis à la droite il y a un dépanneur, puis il se retourne puis il regarde au dépanneur, puis il y a un policier qui sort avec 2 paquets d'eau, de bouteilles d'eau, puis il rouvre son coffre, puis il dépose, puis il le regarde, puis les deux se regardent, puis tu vois dans le regard que les deux font OK, toi tu le sais, ouais je le sais, OK, ben fais ce que tu peux pour sauver, puis là, la lumière elle vient verte puis il continue son chemin. Okay. Il parle pas, il lâche le regard, tu vois juste le regard, tu es comme OK. C'est progressif, t'en penses. Ouais, c'est ça. Puis l'ambiance au début de la saison 1 est dure à partir de Fear of Walking Dead. Parce qu'il y a beaucoup d'action, l'action vient vraiment à la fin. Mais l'ambiance est intéressante parce qu'elle apporte quelque chose de nouveau à ce univers-là. Et la saison 2 vraiment amène une coche extraordinaire. Selon les créateurs de Walking Dead, la saison 2 de Fear of Walking Dead se passe en même temps que la première saison de Walking Dead. Ok, là c'est un groupe à part, puis on suit... Ils sont comme, parce que dans le fond, ce qu'il y avait la deuxième saison, c'est vraiment pas à la même place. C'est aussi intéressant, on est à deux côtés de... Walking Dead, ça se passe dans le coin de New York, tout ça. Et Washington, en fait, excusez-moi. Et Fear of Walking Dead, c'est à LA, ou à Los Angeles, tout ça. Et la deuxième saison nous emmène complètement un monde ailleurs, qui est vraiment... En plus, ils ont fait une série web entre les deux saisons pour garder les fans actifs. Et c'est une série web qui se passe dans un avion pendant les événements de Fear of Walking Dead.
Et dans le fond, dans la deuxième saison, il y a des références à cette série-là. Donc ça donne au goût aussi de voir la série web si on l'a pas vu. Et écoutez, si vous avez commencé à écouter la saison 1 et vous n'êtes pas sûr, finissez-la. Et je vous le dis, la saison 2 vaut le détour. Alors recommencez d'ailleurs, j'ai pas le temps d'écouter encore. Elle est excellente. Est-ce que c'est basé sur la bande dessinée, lui aussi? Non, c'est vraiment nouveau. C'est basé sur l'univers, mais il y a des références, mais c'est tout nouveau, il n'y a pas de comique dessus. Ok. Et juste pour finir avec Walking Dead, parce qu'on a tiré un peu ça. Ouais. Mais c'est comme je dis, je vais en parler de mon actualité. Je vais en parler de mon actualité, en fait. Donc, la chose, comme je disais, je vais plein de séries, mais je vais en parler de ceux que je vous ai pas encore parlé. Il m'en reste 2. Je vais regarder le meilleur pour la fin, dans le fond. J'ai écouté la nouvelle saison de Elementary, élémentaire en français. Okay. C'est une série qui est basée sur l'univers de Sherlock Holmes, mais à la sauce américaine. Donc, l'univers de Sherlock Holmes est transposé à New York, dans le présent. C'est l'affaire avec Benedict Cumberbatch? Non, ça c'est britannique, hein? Ça c'est britannique, mais au même moment, série américaine. La Fox, je crois, ont décidé de partir leur propre série, et ils ont appelé ça élémentaire, ils ont mis ça aux États-Unis, ils ont vraiment créé un bel univers. Pour ceux qui connaissent pas le personnage, c'est pas important, ça amène vraiment une nouvelle façon de le voir. Beaucoup de fans n'ont pas aimé cette version-là. J'étais sceptique au début, j'avais vu comme toi Sherlock, et finalement j'ai embarqué parce que j'adore cet univers-là, et j'ai accroché. Surtout parce que les séries américaines nous offrent une quantité phénoménale d'épisodes. Chaque saison a 22 épisodes, donc ça donne je veux dire, t'accroches à l'univers. Et ça peut être très déstabilisant, d'un, parce que dès le début, Watson est introduit, et Watson est une femme dans la version américaine. Okay. Il est joué par Lucy Liu, une actrice quand même très connue dans l'univers du cinéma. On la voit plus bien, mais... Non, maintenant non, mais avant elle était quand même... Bon, elle avait une notoriété. Ouais, mais là, c'était déjà très déstabilisant, mais il y a beaucoup de choses qui restent fidèles, mais toute la personnalité de Sherlock Holmes, sa façon d'agir est très fidèle. Et j'adore ce série-là, je la recommande. Écoutez, la nouvelle saison vient de commencer, j'ai hâte à chaque épisode. C'est juste à chaque fois tu sais pas à quoi t'attendre avec Sherlock Holmes. Et finalement, dans la série, je vais regarder pour le plus de résistance, c'est Lucifer. Ok. Je sais pas si tu connais. J'ai vu les images un peu à gauche à droite, mais j'ai jamais écouté. J'ai passé cette série-là l'année passée par pur hasard. J'avais pu tirer écouter. Et un de mes amis m'a dit, écoute, il y a une belle série sur un comic. C'est un spin-off de comic, dans le fond, qui est Sandman, qui est un des plus gros comics hors DC Marvel, très connu. Ah oui, il était pas censé baser un film là-dessus, avec Joseph Gordon-Levitt. Ouais, exactement. C'est tombé là, ça? Je pense que c'est l'acteur qui a pu le faire. Donc là, le film il est sur la glace, je crois. Ok. Donc ça, c'est un spin-off. La série, c'est un spin-off sur cet univers-là, qui voulait faire un film. Dans le fond, le spin-off, c'est sur un des personnages qui est secondaire, mais quand même important dans l'univers de Sandman, qui est Lucifer. Pour ceux qui ne savent pas qui est Lucifer, mais son autre nom, c'est Satan. Ah ouais. Le démon. Il y a aussi son nom d'ange que j'oublie, mais il en parle dans la série. Il y a possible qu'on l'appelle comme ça, puis ça lui rappelle son passé. Et dans le fond, ce qui arrive, c'est que c'est très original, tu vas aimer ça. C'est Lucifer qui est en enfer, qui est écœuré face à job. Puis il dit, ok, ben là, c'est assez, je suis allé de faire ce job-là, j'allais laisser quelqu'un d'autre. Et il vient sur Terre, il se dit, tant qu'à venir sur Terre, je vais aller à la ville des anges, donc il va vivre à L.A. Ok. Fait que là, il va aller, puis là, il faut qu'il se trouve de quoi s'occuper, fait qu'il décide de, tu sais, c'est Lucifer, fait qu'il décide de s'ouvrir un club. Fait qu'il est gérant de son propre club, mais là, ça ne suffit pas encore parce qu'il s'ennuie encore. Puis il y a des facultés, parce que c'est Lucifer, il a des pouvoirs de ça. Et par un hasard, sa vie va croiser celle d'une enquêtrice. Ah. Et il va travailler pour la police comme consultant un peu à la manière de Sherlock Holmes. Ah ouais. Ouais. Lucifer devient un... Attends. Tu peux trouver ça comme vraiment, comme... C'est absurde, mais c'est intéressant. C'est un peu montré qu'il est gentil, mais il est pas gentil. Lui, c'est juste s'amuser. Puis, il change pas son nom. Quand les gens ils demandent comment tu t'appelles, il dit, ben, je m'appelle Lucifer Morningstar, chanté. Il fait, comme le démon. Il fait, oui, c'est moi le démon. Il fait, ah, tu me dis, il fait, non, c'est moi le démon. Il y a personne qui le croit parce que tu peux pas croire que t'es devant Lucifer. Fait qu'il trouve ça encore plus drôle à cause de ça. Ouais. Puis, tu sais, là, c'est le même, tous les gens croient pas que c'est lui Lucifer. Puis, de temps en temps, ses capacités extraordinaires pour aider la police, aussi pour s'amuser, et aussi parce qu'il y a une histoire autour de ça, parce que là, il y a personne aux enfers pour gérer ça. Fait que là, il y a un de ses frères, un ange, qui vient le voir, puis il dit, écoute, là, ça marche pas, là. Ton rôle à toi, là, c'est de s'occuper des affaires. C'est pas à moi de m'en occuper, là. Ton papa me demandé de venir te chercher puis de te ramener, puis il disait, non. Moi, j'écoute pas mon père, il m'a envoyé aux enfers, il m'a dit, gérer ça. Moi, je suis pas méchant. Vas-y, faire ma job, je te laisse, moi, je suis en vacances. Ben non, le démon peut pas prendre des vacances. Tu regarde ce que je fais en ce moment. Il y a beaucoup d'humour, c'est une série très humoristique. Et, c'est l'humour noir un peu aussi? Non, c'est vraiment un humour quand même léger. Okay. Des fois absurde, mais c'est vraiment le fun parce que dans le fond, c'est déstabilisant. Tu suis Lucifer, tu sais, c'est comme tout le long les gens ne croient pas, puis c'est juste très drôle parce qu'il y en a des fois qui ont des doutes tout ça, et même lui, il se fait prendre au jeu des fois aussi. À un moment donné, il y a une enquête sur une secte sataniste, puis il trouve ça insultant qu'il y ait des sectes encore sur lui parce que lui il est pas de même, il fait pas de sacrifice.
Il décide de faire une bande d'état parce qu'il hésite pas lui à tuer vu que c'est Lucifer, tu sais. Ouais, ça reste quand même un méchant. Ouais, pis il y a aussi une capacité que il peut te faire dire ton plus noir secret. Il te regarde et il dit quel est ton plus noir secret, puis là tu le dis automatique, genre. Fait, je sais pas, il y a comme une musique qui part pour comme montrer que son effet marche. Et c'est un des secrets. Ouais, c'est une longue saison ou Non, la première saison, ben, c'était comme un test. Un peu comme la série Punisher qui est sortie en le même temps. Ils ont fait, je pense, c'est 10 ou 12 épisodes. Ok. L'hiver passé, là, ils viennent de faire une deuxième saison du même nombre d'épisodes. Ok, moi, ça me plaît. Quand ça dure à peu près ça, ouais. Ça vaut la peine. Et là, ils sont rendus à la mi-saison. Et j'ai hâte d'acheter l'épisode, puis je le recommande. Puis si ça marche, ils ont prévu de faire une plus grosse saison la prochaine si ça marche. Ça marche. Et chaque saison amène quelque chose d'effrayant. Je veux dire, la fin de la saison 1, t'es comme, fuck, je veux voir la saison 2. Je peux pas attendre, là, c'est comme, mais non, la fin de la saison 1 te laisse tellement sur ta fin que, bref. Sais-tu où c'est diffusé ou? Je sais pas exactement c'est quel poste, okay. Mais ça vaut le détour. Si vous êtes pas assez convaincu parce que j'ai dit, hey, voilà la bande-annonce. C'est comme ça que j'ai été convaincu. Ouais, je vais écouter un soir. Écoute ça, tu vas capoter. Juste la bande-annonce, l'acteur qu'on choisit, là, je le connaissais pas avant, là, mais il joue tellement bien son rôle, il doit tellement triper à faire ça, là. Ah ouais. Il se parle tout le temps comme si c'était de Satan, tu sais, il fait salut, moi c'est Lucifer, mon mini-star, là, tu sais, le fois, il y a des bandits, des braqueurs, il fait, hey, calmez-vous, là, il fait, arrête, si on va tirer dessus, ben, vas-y, tire-moi dessus, je suis Lucifer. Hey, il est fou, il se prend pour Lucifer. C'est bon, okay. Écoute ça. Donc ça, c'est ce que j'avais vu cette semaine. Alors, on va aller à notre prochaine chronique, qui est l'actualité. Alors, je te laisse partir avec l'actualité. Qu'est-ce que tu attire ton attention? Je vais commencer par une petite... c'est pas une petite nouvelle, mais dans le monde hollywoodien, c'est une grosse nouvelle. Un film qui ça fait des années qui essaie de mettre en branle, puis que ça marche pas, que ça cancelle. Voyons... il y a des acteurs qui avaient été sélectionnés finalement qui sont partis parce que le projet était long. Ben, ils ont trouvé un réalisateur pour le film. Parle de Gambit. Oui, Gambit, c'est ça. Ah, je savais, j'avais hâte d'en entendre parler. Gambit, c'est mort. Ouais. Ouais. En tout cas. Le personnage, je suis pas sûr, mais en tout cas. C'est déçu de le dire. Je l'ai pas, là, mais en tout cas. Non, Uncharted, basé sur le jeu vidéo. J'adore la franchise, c'est vraiment une de mes franchises préférées, mais vous savez que j'ai un problème un peu. Indiana Jones? C'est ça, je m'emmenais là-dessus. Indiana Jones, qui est probablement une des premières inspirations, puis Tomb Raider qui revient aussi au cinéma. En tout cas, tu sais, le personnage est super cool, l'univers est intéressant, mais en tout cas, c'est pour ça la nouvelle. Sean Levy, c'est lui qui a été sélectionné officiellement pour réaliser le film. C'est lui qui a réalisé dans le fond Red Steel avec Hugh Jackman. Tu sais, il y a les robots qui se battent. Ah oui, moi j'ai quand même aimé ça. C'était basé sur le jeu comme c'est une arène avec des... Pour vrai? Tu sais, t'as comme le rouge puis le bleu. Ah, je savais pas, là. C'est basé sur ça. Écoute, ils ont basé un film sur Battleship, là. En tout cas. Ils vont faire sur Tetris d'ailleurs. Ouais. Ça, je suis pas sûr, là, mais en tout cas. Je peux voir un succès monstre. Je sais que le producteur avait dit, ce sont pas des films de colonnes qui tombent dessus à la ville. Ok. En tout cas. J'ai fait avec Pixel. Ouais. En tout cas. Puis, il a réalisé aussi La Nuit au musée. Alors, c'est quand même pas un de pique. La Nuit au musée, c'est tellement bon. Ouais. Peut-être moins le 3, par exemple. Ben, ils ont tiré la sauce. Ouais. Puis, mais c'était un des derniers rôles de Robin Williams. Faut lui donner ça. Rest in peace, Robbie. Sinon, je vais parler aussi, Pixar a annoncé les nouvelles dates pour les films de Toy Story 4 et des Incredibles. Ou Les Incroyables 2. Ouais, Les Incroyables, c'est ça, je cherchais le nom français. Dans le fond, c'est ça, les Incredibles va sortir le 15 juin 2018. Bon, moi, on va voir une suite à ça, ça fait des années qu'on le demande. J'ai vraiment hâte. Et le quatrième film que je me sens que c'était une bonne idée, il était repoussé, comme le 3 était repoussé des centaines de fois. Toy Story 4 va avoir le droit, Toy Story en fait va avoir le droit à une suite le 12 juin 2019. Pour moi, je considère le 3 comme une fin parfaite. Et je trouve que en faire un quatrième, c'est peut-être là, je sais que le dernier a fait vraiment beaucoup d'argent, il a dépassé le $1 milliard box-office. Mais j'ai la misère à comprendre l'intérêt d'en faire une suite à un film qui finissait tellement parfaitement. Ouais, mais c'est la mode des films de même ces temps-ci. Je veux dire, depuis quelques années, ils prennent des vieux films, ils en font des suites, même si les films finissaient bien. Tu sais, je veux dire, je cherche un exemple, mettons, Ted, exemple. Même si le 2 est quand même drôle, le 1 il aurait pu pas besoin de faire une suite, ça a été correct. Ça, c'était parfait comme ça. Il y a plein de films comme ça, là, je veux dire, ça gosse des fois, mais ça gâche un peu d'histoire, je veux dire. Faudrait, le réalisateur qui a fait les 3 a dit que pour ce projet-là, il y avait vraiment une très bonne idée, puis qu'il était sûr de sa shot, puis il dit, rassurez-vous, puis ça va être une histoire de romance. En tout cas, on va voir, là. Je sais, mais ils ont déjà fait en attendant que le 4 soit annoncé, ils ont fait un spécial Halloween.
j'ai vu le court-métrage. Non, je pense que j'ai vu les deux. J'en ai vu un sur un bateau. Et l'autre, c'était, oui, je me sens j'en ai vu un avec le court-métrage d'Halloween. Mais C'est le dernier, en fait, c'est l'Halloween, là. Je me rappelle plus. C'est genre le 3.5, genre. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi, mais j'aurais quasiment préféré avoir des mini courts-métrages de Toy Story à gauche et à droite que nécessairement un nouveau film. Autant que j'adore les En même temps, c'est une série culte, les fans, ils l'aiment, mais... Ben ouais, mais probablement qu'en plus, quand Toy Story 3 sorti au cinéma, pourquoi il a marché aussi fort, c'est probablement que toute ma génération en moi, qui est aujourd'hui dans la vingtaine, sont allés voir le film, c'est rare dans ma vie que je suis allé voir le film deux fois au cinéma. Oh shit, ok. Je fais jamais ça, absolument. Sinon, pour revenir à mes autres actualités, je vais parler des critiques de Doctor Strange. Éventuellement, on sera, en tout cas, c'était discuté encore, on pourra peut-être en parler dans 2 semaines du film, parce qu'on va quand même être up-to-date avec les films qui sortent. Oui. Les critiques sont très, 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 très positives. Je suis même un peu surpris. Si on suit pas Metacritic, selon Rotten Tomatoes, la dernière fois que j'ai regardé, il était à 97%. 97%? C'est ultra élevé. Apparemment que c'est un excellent film. Donc, on peut dire qu'il était mieux coté que Batman vs Superman. Je pense qu'il y avait eu 29, je pense. Batman. 28. Il est descendu, la dernière fois que j'ai checké. Et 28, c'est bon, moi aussi, là. Mais c'est ça que c'est un peu drastique, Rotten Tomatoes. 97, c'est élevé. Comme, je peux pas croire que ce film-là est meilleur que The Dark Knight ou qu'il est meilleur que Fight Club, là, je veux dire. Mais, une petite parenthèse, mais Batman était classé, je pense que c'est un des, il était dans le top 3 des pires films de super-héros dans le cotage. Genre avec Daredevil, puis il y en avait un autre, là. Mais, ça va des backs, ok? J'étais un peu Daredevil qui me dit quand ça va t'aider. Mais, non, sérieusement, nous, on va aller le voir. Moi, peut-être pas ensemble. Ouais, oui, ça fait genre 10 épisodes qu'on tease Daredevil, là. Il va falloir. Oui, je pense que ça va venir à Running Gag si on continue comme ça. En tout cas, je vais finir ma nouvelle, si je me bats. Je m'en vais le voir vendredi. Toi aussi, je crois, Doctor Strange. Ouais, évidemment, on va peut-être décider ensemble, ça va être bien. Ouais, c'est ça, puis je veux vraiment le voir, je l'attends. Ben, c'est pas nécessairement le film que j'étais le plus hype cette année, mais ma curiosité est assez élevée pour vouloir les voir, puis le casting me parle de la Moi aussi, j'étais très curieux, surtout avec la balance, et je tiens à dire 2 choses. La première, c'est pour ceux qui pensent y aller ou qui vont y aller, récent générique, il y a 2 scènes de preview. Comme une avant le générique puis un après le générique. C'est ça, une qui annonce la suite du film et une qui annonce le prochain film. Je comprends toujours pas tout le monde, ils sortent avant la fin. Il me semble que ça fait 13 films. Tu devrais le savoir à un moment donné. Je sais pas si c'est la première fois que tu vas voir un film de super-héros de Marvel, mais quand même. Et aussi, je dois dire, j'étais tellement hâte de le voir que j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir c'était quoi les scènes de générique. Ah, t'es pas correct, dis-moi rien. Asti, m'en va le voir. Attention! Tu dois avoir du teaser Avenger, mais dis rien! Dis rien! Je promets, je jure de rien dire à cette émission. Sinon, pour finir, on a su justement la semaine passée que le réalisateur Tim Miller avait lancé le projet de Deadpool 2 à cause des différents artistiques avec Ryan Reynolds. Là, il y a des rumeurs. On prend ça avec des pincettes. David Leitch, qui était réalisateur de John Wick 1 et 2, pourrait être le réalisateur de Deadpool 2. Ce qui pourrait être vraiment intéressant, parce que personne ne croyait vraiment à tant que ça, le premier John Wick. Puis finalement, ça a pris une tournure que tout le monde a capoté, puis c'était vraiment un très bon film. La façon que c'était parlé le film au départ, on pensait pas que ça allait être bon comme histoire, puis finalement, John Wick. C'est vraiment bon, puis j'attends le 2e avec impatience. Moi aussi. Je pense que c'est en février qu'ils sortent le 2. Ouais, il me semble aussi. C'est ça que ça va le jour de ma fête. Mon amour, si t'écoutes le podcast, on a un film d'aller voir ensemble. Un peu à Deadpool, là. Mais je vais te relancer avec tes nouvelles. Est-ce que t'avais un lien à faire avec mes nouvelles de Deadpool 2? Écoute, tu viens d'y penser, j'avais un lien à faire. Vu que, comme tu as dit, le réalisateur il est parti à cause d'un différent, il y a beaucoup de gens, tu sais, à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, les fans disent tout le temps ce qu'ils aimeraient ça. Même chose pour quand il annonce un film, mettons, de super-héros ou quelque chose de connu, et les fans vont dire quel acteur qui aimerait ça qu'il fasse tel rôle. Ben, des fois, ça marche, hein. Oui, puis souvent, le cinéma, ils prennent pas. Ben, je vais donner un exemple. Jason Momoa, d'Aquaman, c'est du monde, c'est le peuple qui en fait, on veut lui, il a été pris. Tout le monde voulait pas Ben Affleck, puis ils l'ont pris pareil aussi. Oui, bien dit. Bon. Ben, je te laisse y aller. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une pétition qui est partie, qui a déjà plusieurs milliers de signatures. Je suis même pas étonné que ce soit rendu à 10 000, même plus. Je pense que c'est rendu à 10 000 et plus. Et ça va continuer à grimper. Les fans veulent que ce soit Garen Tarantino, c'est ça? C'est Quentin Tarantino. Merci, je suis jamais capable de dire son nom. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus grands réalisateurs. Inglourious Bastard. Kill Bill. Pulp Fiction. Pulp Fiction. On peut pas en parler, c'est probablement son meilleur film. Mais le problème, c'est que, tu sais, oui, je trouve, il est malade. Mais le problème, c'est que le réalisateur là a dit que lui voulait juste faire 10 films dans sa vie.
Ah oui, c'est vrai. Il rendait son 7e, je crois. Non, je pense qu'il est rendu à 8. C'est pour ça que Hateful Eight s'appelle 8 oui, aussi. c'est vrai. C'est une des raisons. Donc, il reste genre 2 films à faire. Mais j'aimerais ça qu'il s'en aille dans un autre registre. Là, ça fait 2 films de cowboy. C'est correct, il y a des films de cowboy, mais j'aimerais ça qu'il s'en aille. Mais mon point, c'était que, tu sais, il reste 2 films à faire, pis c'est juré de pas faire plus que ça parce qu'il veut pas, T'avais ça de mal? Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, il y a des réalisateurs qui font tellement de films qu'à un moment donné, on fait que, ok, mais il a fait des navettes, tout ça, fait que sa réputation est entachée. Lui, il veut rester sa réputation intacte, il va partir. Donc, il s'avait dit, il y a plusieurs années de ça, que lui, il va faire 10 films, ça va être tout après. C'est quasiment surprenant dans le fond quand tu penses qu'il y a peut-être une suite à Kill Bill. C'est son exception, mais c'est pas considéré comme un numéro dans sa liste des 10 films. Kill Bill, pour lui, les deux, c'est un film ensemble. Ah oui, ok. Ouais, parce qu'il y avait tellement de trucs à dire qu'il pouvait pas le mettre dans un film, il disait que ça allait gâcher l'histoire. Ok, ben dans le fond, en vrai, ça aurait dû être un long métrage. Ouais, c'est ça. Ok, ben, Kill Bill 2, là, en tout cas. En tout cas, vas-y, continue. Ouais, bref. Mais ça, c'était ma nouvelle. Dans le fond, les fans veulent, en fait, c'était ma nouvelle. Je veux juste savoir, toi, est-ce que tu penses que ce serait un bon choix? Oui, parce que il s'en irait complètement ailleurs, mais en même temps, regardant tout le gore que lui, il aime ça, les scènes gore, là, on s'en cachera pas, là, si on regarde dans Inglorious ou Kill Bill. Ouais. Il serait capable d'aller chercher le gore de Deadpool. Puis en même temps, ce que j'aime justement de Quentin Tarantino, c'est que ses personnages, il les développe à fond. Il prend le temps. Des fois, c'est des longues scènes, là. On va se le dire, là, mais c'est correct. C'est de longues scènes de dialogue. Et t'apprends tellement ces personnages. Je trouve ça. Comme le dernier qu'il a fait, là. Écoute, j'ai vu au cinéma, là, les 8 bastards. Je l'ai pas vu encore. J'ai vu quasiment tous ces films. C'est les 8 bastards, je pense. Les 8 bastards, je sais pas. Écoute, je le connais avec le nom en anglais. Le film, là. Et écoute, faire simple, le film se passe dans un même décor. Pis t'as 8 personnages. Le film dure genre 2 heures. Mais écoute, chaque personnage est tellement approfondi, l'histoire est tellement complexe. C'est comme, ben voyons donc. Pis il faut pas que tu décroches. Tu décroches une minute, tu te perds, là. C'est effrayant. Mais c'est des longues dialogues. Ouais, c'est ça. Pis des fois, t'es comme, ben voyons donc. Mais ça, quand ces scènes deviennent n'importe quoi, mais genre, géré, là. Ouais. Ça devient tellement comme tout dans ta gueule. C'est comme, oh mon dieu, juste la scène. Spoiler alert dans Django Unchained, dans la scène de la maison où que Django commence à tuer tout le monde dans le bâtisse, là. Oh, fuck! En tout cas, fin de spoiler alert. Le seul autre point que je l'ai amené, je viens de me rappeler, ce réalisateur-là, parce que je sais pas son nom, mon comment fâché. Quentin Tarantino? Merci. La tendance, ça prend souvent plusieurs acteurs, il y a plusieurs acteurs qui aiment, qui reprennent dans chacun de ses films. Genre Samuel Jackson, par exemple. C'est mon exemple, j'ai dit. Fait est-ce que ça dit que si il essaie de faire Deadpool, est-ce qu'on va Samuel Jackson dans Deadpool? Je pense pas. Ça marcherait pas parce qu'il y a déjà son personnage. Mais peut-être qu'il pourrait pogner, comment il s'appelle, il a joué justement dans James Bond aussi. Il joue tout le temps le méchant, là. Ah oui, le temps à crime. C'est quoi son nom? Hey, on est ça à notre affaire. Ça serait tellement l'improviste. Mais, non, mais c'est pas grave, mais, en fait, le point que je voulais dire, c'est que ce serait, s'il décide de le prendre, ce serait pas impossible. Il pourrait faire un deuxième lien avec les films. Il pourrait être, d'une certaine manière, Deadpool être introduit dans l'univers des Avengers parce que, dans le fond, dans le premier Deadpool, à la fin du film, je sais pas si tu te rappelles, où ils se battent au combat final, ils se battent sur un héliporteur du Shield. Ouais, je le sais, mais il est différent, là. Puis juste avant, quand ils sont là, puis ils se battent, ils croisent un de ses anciens amis. Oui, qui est un personnage encore des droits de Marvel. Ouais. C'est ça qui est... Ben, c'est parce qu'ils iront pas... voyons. Marvel ira pas poursuivre pour ça, parce que ça va faire plus de la pub que autre chose. Mais ça pour dire que ça va être drôle de mettre Nick Fury dans Deadpool 2, tu sais. Je serais curieux, mais tu sais, au pire, il fait autre chose, à la limite. Ouais. Mais c'est Christopher Waltz qu'on parle. C'est ça. Je l'avais sur le bout de la langue. Un acteur, là. Ben là, que je trouve qu'il tourne en rond ces dernières années. Ben là, il y a assez d'autres genres. Il a fait des comédies pis tout ça, pis... J'ai rien contre ça. Mais il est pas capable de se dissocier, malheureusement, maintenant, des films de méchants. Puis pourtant, c'est un gars qui a une longue carrière. Mais ben, une longue carrière. Elle est récente dans le américain, mais il y avait une longue carrière avant. Oui, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est, le commando des bâtards qui a fait connaître au monde entier. Mais il est tellement rempli de talent. Il fait peur. Pas dans le spectre, là. Je sais pas si t'as vu le dernier James Bond. Malheureusement, non. J'ai vu les trailers. Il avait l'air d'avoir du potentiel comme méchant. C'est un bon film, mais il est décevant là-dedans. Puis c'est pas encore ce qu'il est pas un bon acteur, c'est juste que... En tout cas, on en discutera à un moment donné. Donc ça, c'était ma première nouvelle. Ouais, vas-y. Ma deuxième nouvelle, on va rester dans le coin des super-héros. On va parler de Thor 3, qui s'appelle Thor 3 Ragnarok. Ragnarok, ouais. Qui est le troisième film de Thor après avoir eu le troisième film de Captain America et le troisième film de Iron Man, ça vient qu'il y ait le troisième film de Thor. Ben, c'est ce qui clôt les trilogies, là. En attendant d'un film sur Hulk ou de Black Widow qui sont des rumeurs en ce moment.
Ouais, t'as-tu vu, une petite parenthèse nouvelle express, là, que, c'est elle qui fait la guêpe, je m'en rappelle plus, de WAPS, ne sera pas dans le premier Avenger. Effectivement. Si tu vas dire, première partie du premier, en tout cas. Ouais, ben, dans le prochain Avenger, parce qu'ils veulent développer son personnage avant de la mettre dedans. Ben, c'est dans le part 2. Ouais, c'est ça. Parce qu'il va y avoir, entre ça, il va y avoir Ant-Man 2, qui va permettre de la développer. C'est le deuxième, il s'appelle Ant-Man 2, c'est Ant-Man in the Grass. Ben, in the Wasp. In the Wasp, merci. Pourquoi on parle en anglais? C'est facile quand je les enfants. C'est l'homme-fourmi et la guêpe. Voilà pourquoi. L'homme-fourmi. Aime ta langue. Okay? C'est ta première langue, aime-la. Chéris-la. Ouais, en tout cas. Bref, ma nouvelle, c'est que c'est déjà annoncé que Hulk va être présent dans Thor, ce qui va donner un film sûrement avec un potentiel énorme. Ouais, Natalie Portman qui est pas dedans en plus. Ben, elle sera plus dans l'univers de Marvel. Apparemment, elle s'est juste fait tasser. Ben, elle a envoyé, elle Gwyneth Paltrow qui est plus dans les... Elle a pas marché ses mots en parlant des studios Marvel, de la façon qu'ils l'ont traité, tout ça, et son personnage. Il y a peu de chances qu'elle revienne. Ouais. Ils ont déjà prévu mettre ils ont introduit un nouveau personnage féminin dans l'univers de Thor pour le prochain film. Ils disent que c'est peut-être la nouvelle Love Interest. Ouais, de Thor. Même si ce serait un peu, c'est dans l'univers de Thor, c'est vraiment sa femme dans les comics, c'est elle, je veux dire. En même temps, ils ont déjà pris de liberté, alors je vois pas pourquoi ils pourraient pas. Donc, parti, on fait un reboot pour prendre Thor Girl. Non, en tout cas. Je serais pas surpris qu'il en fasse un manière, en tout cas. Non, écoute, je serais pas surpris. Avec Captain America Girl et Wolverine Girl, tu sais. Ben, je pense que Captain America, c'est devient le Falcon. Le Falcon devient Captain America, right? Ou c'est Bucky en premier? C'est Bucky, après c'est Falcon, mais dans la nouvelle monture, c'est une femme. Ça aussi? Oui. Et aussi Wolverine, c'est X-23 qui devient Wolverine. Ah, ça, à la limite. Et ils viennent d'annoncer Iron Man, ce sera une femme afro-américaine maintenant. Ouais, ça, je le savais, mais je comprends. Ah, puis Hulk, c'est rendu un asiatique aussi, juste pour information. Superman aussi, hein? Je vais en faire une compagnie. Je fais une petite parenthèse là-dessus, là. C'était dans la tête? J'ai rien contre le fait que ce soit des femmes, des asiatiques, je sais pas, écoutez, ça, c'est vraiment, mais à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, on a des natures trop là. Il y a certaines histoires qui peuvent marcher, mais d'autres que non, là, je sais. À la limite, là, aller chercher des super-héros plus underground, parce qu'il y en a en crime des super-héros, puis aller chercher les autres qui sont moins connus, qui sont de d'autres nationalités, à la limite. On va les prendre, là. Mais écoute, on a toujours pas de film de femmes, à part Wonder Woman qui s'en vient, puis Captain Marvel. On a eu aucun film de super-héros avec des femmes, à part Electro, mais en tout cas, c'est son histoire, là. On fait comme c'est pas existé. Ben, comme dans l'univers de Marvel ou de DC actuellement. Ouais. On a enfin le premier noir pour Black Panther. Ça a pris du temps, là. Et puis Falcon aussi. Falcon n'a pas eu droit à son film, c'est juste un personnage à part. Ouais, ben en fait, dans Marvel, chaque héros a son ami noir, si t'as remarqué. Oui, c'est vrai. Doctor Strange, il est pas noir. Ah non, je pense qu'il y en a un noir. Ouais, il y a un noir. Puis il y a un asiatique. Ouais. Mais je sais pas si j'ai jamais lu de comic de Doctor Strange, je sais pas si c'est eux autres, tu sais. Parce que je sais que le genre de mandarin là, de Doctor Strange. Son master, là. Ouais, c'était un homme à la base, puis ils ont décidé de la faire enfant. Ouais, ouais. C'est un vieux genre master dans les comics. Ils ont pris une liberté pour ça, mais c'est. Ça dérange pas, ça. Je veux le voir, mais d'après moi, ça va être correct. Pour les autres personnages, c'est pas une voix que j'essaie tant que ça. J'ai vu le film d'animation il y a quelques années quand ils l'ont fait. Et j'ai trouvé ça bon, ça m'a fait découvrir ce personnage-là que je connaissais peu et j'ai accroché. Je connais pas du tout, ça va être une découverte. Ah, écoute, c'est vraiment une très bonne histoire. Je suis vraiment, il est intéressant, je trouve qu'elle est intéressante. Puis d'ailleurs, est-ce qu'il vaut la peine d'écouter en anglais parce que l'acteur est britannique, comme on sait, et il a travaillé un accent américain parce que c'est un personnage américain et écoute, on le reconnaît pas. Parce qu'il parle avec un accent américain puis on n'est pas habitué de le voir parler avec ouais, c'est comme un français qui essaie de parler en jouant, genre. Mais non, il parle super bien, mais on n'a pas l'impression qu'il est british quand on l'écoute, parce qu'on est habitué d'entendre british, on voit. Okay. Donc c'est troublant. Mais ça vaut la peine, j'ai écouté un extrait sur Jimmy Kimmel, allez voir, il a fait un sketch avec Jimmy Kimmel. Et bref, ben, c'était quoi ta nouvelle? Ouais, c'est vrai, c'était quoi ma nouvelle déjà? On va reclier sur Nutralaire. Donc, ma nouvelle, c'est qu'ils ont annoncé un nouveau personnage, l'univers de Hulk, qui va dans Thor. Sûrement faire un parallèle, parce que tranquillement, ils veulent développer l'univers de Hulk, qui n'est pas très développé. Ils ont essayé avec Civil War de ramener un des personnages importants de Hulk, qui est General Ross. Ouais, c'est vrai. C'est lui qui fait comme, voilà un accord, signez-le, sinon je vous fous tout en prison. Ouais, puis qui était dans le premier Incredible Hulk. Ben, ouais, dans le Hulk officiel. Ouais. Il jouait un personnage un peu plus différent. Ben, c'est le général qui courait après Hulk, mais il dit que Hulk c'est la menace la plus dangereuse sur la planète, là, pis qu'il éclairette avec qui détruit l'humanité. C'est pas clair, hein, ça compte-tu ou ça compte pas, il compte, mais il a changé l'acteur, c'est ça qui est bon. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que l'acteur fait aucune référence à Love Interest du premier film. En tout cas, c'est pour ça que c'est mon misère en ce moment. Mais bref, ça, c'est un personnage très connu pour ceux qui lisent les comics, qui est Miek.
M-I-E-K. C'est un personnage qui est connu dans l'univers de Planet Hulk, qui est le parcours, pas le comic le plus important de Hulk. Parce que pendant qu'il y a eu Civil War, qu'on a vu dans le film, Hulk, dans le film, il est pas là. Et c'est la même chose dans le comic, il va être parti dans l'espace, parce que dans le comic, ils vont chercher une solution, parce que Hulk va devenir hors de contrôle, et ils vont donner une conclusion de la seule manière de sauver Hulk, c'est la planète et Hulk, c'est de prendre Hulk et l'envoyer dans l'espace. Mais j'ai vraiment hâte de voir Thor et Hulk ensemble. Tu sais, pas dans Avengers, genre, dans un contexte différent, pis on le sait déjà que Hulk va avoir un casque de gladiateur comme Planet Hulk. Ouais, j'ai vu mal. Faut dire que c'est un personnage de l'univers de Planet Hulk qui est un homme humanoïde insecte et qui a des pouvoirs similaires à Hulk, qui est très glissant, très fort, tout ça. Et, dans le fond, ce qui arrive, c'est que Hulk, il va se retrouver gladiateur sur une autre planète, et il va devoir défendre sa vie contre des créatures qui sont aussi fortes que lui. Et il va se retrouver contre lui, qui est un de ses rivaux. Et ce personnage est important. Je connaissais un peu. J'ai pas la chance de lire le comic au complet de Planet Hulk, je vais m'y mettre bientôt. Et ça donne encore plus l'impression qu'il va y avoir un film sur Hulk bientôt. Parce qu'en voulant mettre ça, en mettant aussi le costume de gladiateur de Hulk, il y a de quoi qui va se passer. Ils vont faire des références. Ben, les fans m'ont demandé une pétition. Parce ils veulent un nouveau film sur Hulk, puis ils veulent que ce soit sur Planet Hulk. Et l'acteur, d'ailleurs, a dit qu'il était pas contre l'idée, qu'il était prêt à le faire. Ouais, mais il adore le personnage, il s'en cache pas, il en fait souvent une référence sur son Facebook même. Ouais. Comme Robert Downey Jr. Ben, écoute, je veux un film de Hulk, mais en même temps, je me dis, là, ils sont chargeants, maudit. Juste l'année prochaine, il y a 3 films de Marvel. Là. C'est la première fois depuis que Marvel existe qu'il y en a 3. Et en gros, planning, surtout que quand ils ont acheté Spider-Man, ça a tout chamboulé. Ouais, Black Panther était tassé. Ouais. Mais là, il y a un film d'ailleurs qui est sorti à date, qui ont pas mis de date, c'est Inhuman. Ouais, des Inhuman. Je sais pas si c'est le dernier. Hein. C'était censé être le dernier. Ben, il y a plusieurs raisons du film. Premièrement, ce qui arrive, c'est que la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., que j'ai déjà parlé, traite des Inhuman, qui se passent en parallèle des films, donc ils sont déjà introduits dans l'univers indirectement. Et ils ont introduit plusieurs personnages de l'univers des Inhuman. Mais c'est comme des X-Men, ça, right? Ouais, les Inhuman, c'est comme les X-Men. Parce que c'est en fait, c'est pas nécessairement juste des humains, mais en fait, principalement. C'est c'est que s'ils ont des prérequis génétiques aliens qui ont été modifiés par une race encore plus céleste. Et dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand ils sont en contact avec une certaine matière, ça active leur pouvoir. Okay. Ils mutent, ils ont une mutation et ils développent des pouvoirs qui sont pris après avec. Donc c'est des mutants, on peut dire. Leur thème c'est Inhuman, parce qu'ils peuvent pas dire mutant. Non, bref. Ils peuvent faire une référence, mais ils peuvent pas faire une référence que les personnages c'est des mutants. C'est style comme les X-Men, légèrement, leurs pouvoirs sont plus forts. Pour ça que c'est pas apparenté aux X-Men. D'un, parce que oui, mais je dans les comics, ils auraient pu mettre les mêmes noms, mais non, c'est pas ça. C'est juste que leurs pouvoirs, généralement, vont être plus forts. Exemple, leur chef qui s'appelle Flèche Noire, qui était censé être le personnage central dans Inhuman. D'ailleurs, tout le monde voulait que ce soit Vin Diesel qui le fasse, parce qu'il a le même look. Mais c'était pas les hurleurs, lui? Ben, c'est comme une force d'hurleur, mais à peu près 100 000 fois plus fort. Ok. Mais sinon, ben, en tout cas, on va continuer parce que là, on est déjà rendu à 40 minutes. Ouais, non, c'est ça. Fait bref, ça donne du potentiel pour l'avenir de Hulk. Je vais me dépêcher parce que quand même, on est dans notre sauce. 2 petites nouvelles. Madame derrière, c'est qu'ils ont annoncé le reboot de Rambo. Oh, ouais, pas Rambo, le jeu en passant, là. Non, pas Rambo, non. Rambo, le personnage, tu sais, là, qui avec un couteau, 2 flèches, puis ses pointes 200 pieds de con, là. Ouais, c'est ça, là, qui peut pogner un machine gun sans être attaché, puis juste tirer portant, là, puis sans viser, là. Son personnage de fasciné quand on était jeune, il y a eu 4 films à son actif. Ouais, dont une série qui s'en vient. Ouais, ben, il y a une série qui est en attente. On sait pas si le projet va avoir lieu finalement, parce qu'il y a plusieurs problèmes avec ça. Et surtout, si c'est un reboot, peut-être qu'il n'y aura pas de série finalement. On va voir. Le reboot, ben, ce qu'on sait à date, c'est que voyons, Sylvester Stallone, qui était l'acteur principal du film avant, a dit qu'il allait être dans le film en tant que producteur et il va travailler sur le film. On sait pas encore s'il va faire. Il a dit qu'il allait pas faire son personnage, mais qu'il était pas contre l'idée de réapparaître dans le film, soit un lien quelconque. C'est sûr qu'il est rendu vieux l'acteur, il est peut-être plus rendu là. Il a quand même fait les sacrifices récemment, mais on sent qu'il dans sa fin des films d'action. Il est en perte de vitesse, là. Ouais. Mais c'est correct. Un peu comme Arnold aussi, qui est dans la même vague, là. Ouais, Arnold, tout le monde avait hâte à son retour, finalement, ça a été un fiasco, là. Ben, je veux dire que le dernier Terminator, j'ai aimé vu que ça a bouclé la boucle, mais pareil, on voyait que là. J'ai même pas osé, puis pas parce que j'avais pas la chance, là. Moi, je l'ai quand même aimé, parce que j'ai aimé la série, et ça a enfin bouclé la boucle, fait que j'étais content, c'est longtemps qu'on attendait la fin de cet univers-là, de Terminator, et ils ont enfin fini l'histoire, et je trouve que c'était quand même bon, là. Surtout qu'ils ont aussi une prouesse intéressante. Ils font affronter le jeune Arnold contre le vieux Arnold. Parce qu'il retourne dans le temps, fait qu'il affronte les deux, en tout cas. Sur photo, c'est spoilers, parce que. On va dans le trailer. On va dans le trailer, mais faut pas que tu développes, genre. Donc, la dernière nouvelle qui a été le boom de cette semaine, les gens ont paniqué. Écoute, il y a eu des rassemblements dehors, les gens paniquaient, ils gueulaient, il y avait des incendies.
c'était la folie, on dirait qu'on était rendu à une barre de Walking Dead. Même les Canadiens gagnaient. En tout cas. Écoute, il y a la coupe, je sais pas si t'avais, c'est l'apocalypse, ça. Bref, la nouvelle, c'est que le premier épisode on a parlé tantôt, la saison 7 de Walking Dead a commencé. Et le premier épisode était très attendu et ça a été polémique totale. Pourquoi donc, Mathieu? Eh bien, je vais tout de suite mettre le spoiler, donc ceux qui veulent pas savoir ce qui arrive, skippez ça et revenez-nous dans la prochaine chronique, donc à peu près, je dirais 2, 3 minutes, 5 minutes. Donnez-vous 2 minutes et demie. À peu près, on va essayer ça rapidement. Donc, skipper puis aller à la prochaine chronique. Donc, ce qui arrive, c'est que dans la série recommence avec la scène de la saison 6 où il introduit un des méchants les plus emblématiques des comics, qui est Negan, qui est un personnage que je connaissais pas parce que je connaissais pas les comics, mais que dès qu'on le va arriver, écoute, C'est tellement un bon acteur, parce qu'en plus, je suis tellement content. ah oui, c'est quoi déjà son nom, c'est-tu de l'homme? Là, tu me prends par surprise, là. Pour ceux qui veulent une référence, c'est lui qui fait le nouveau père de Bruce Wayne dans le... Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, sa femme, c'est Maggie, c'est un drôle de parallèle. Il y a beaucoup de mimes qui sont C'est sortis. vrai, Il y a hein. beaucoup de mimes qui sont sortis disant que la femme Bruce Wayne, c'est le fils de Glenn et Maggie, là. C'est vrai, j'avoue. Bref. Mais, oui, je viens de me rappeler de son nom, c'est Jeffrey Dean Morgan. Oui. C'est un très bon acteur. Il a fait d'ailleurs, il avait déjà fait un autre film héroïque d'ailleurs qui est Watchmen, en tout cas on en parle. Oui, c'est vrai qu'ils sont scout. Bref, il donne un rôle ici. Écoute, c'est un méchant que t'aimes et t'haïs. C'est rare que ça arrive que j'ai découvert, que j'ai vu ça. Que t'aimes à elle, dans le fond. Ouais, c'est ça. Parce que il arrive, il faut le jovial, il faut le souriant, tout ça. L'épisode commence que t'as juste Rick qui est à genoux, il shake, il lève les yeux là, il dit, je vais te tuer. Pas aujourd'hui, pas demain, mais bientôt, je vais te tuer. Puis le reste, il fait, Rick. Tu feras pas ça, Rick. Il fait, tu vois pas ce que j'ai fait à eux, là? Il dit, tu veux pas que ça t'arrive, tu veux pas que tout le monde meure à cause de toi, là? Tu veux pas mourir, toi, là? Puis le reste, ok, j'aime pas ton regard, là. Dis, on va aller prendre une balade ensemble. Puis il pogne, puis il l'emmène faire une balade, puis là, au début, t'es comme, ok, mais qui est mort? Là, tu sais pas, puis il part, puis t'es comme, ben non, je veux savoir. Puis là, comment ça marche, c'est que, rapidement, Rick se retrouve tout seul entre les zombies, et il se revit la scène qu'on attendait de voir au milieu de l'épisode. Et c'est là que là, t'as juste Negan qui fait genre mini mo, et il s'arrête devant, là, j'ai un blanc de son personnage, c'est le militaire roux. Oui. Et que tout le monde a oublié. Il commence à le bâcher à coups de batte de baseball jusqu'à temps qu'il ait plus de tête. Là, il est juste comme, oh my god. Le Daryl qui commence à être en cuisse, tout ça. Et là, t'es comme, oh my god, mais tu t'attends pas que ce soit lui. T'es comme, ok, bon, finalement, ça peut passer à la limite. C'est pas le personnage le plus intéressant de la série, tu sais, si on peut dire. Là, ça reste de même. Là, finalement, il revient avec Negan. Puis Negan, il dit, ok, t'as compris. Tout ce qui est à toi est à moi. Tu es à moi. Maintenant, ta vie se réduit à me servir moi. Est-ce que t'as compris? Il dit oui. Il dit, ok, non, je pense que t'as pas compris. Puis il pogne son fils, il le met à terre, il dessine une marque sur son bras, il passe une hache à Rick, il dit, Rick, t'as le choix. Soit tout le monde meurt, soit ton fils perd un bras. Tu choisis. Puis Rick, ben non, je peux pas. Il dit, Rick, choisis. C'est simple. Le bras de ton fils ou tes amis. Il dit, ben là, je peux pas. Puis il dit, prends-moi. Il dit, non, je prendrai pas toi. Choisis. Puis la fin, il dit, là, si vous venez d'arriver, repartez. Je me dépêche. Supposé que là, finalement, Rick, il s'est convaincre. Il dit, ok, c'est correct. Il dit, je pense que vous avez convaincu, mais juste pas tout, vous avez compris. Il passe votre baseball, il swing derrière lui et il frappe Glenn. Beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il meure et finalement, oui, il va mourir. Et il donne un coup, Glenn tombe à terre, plein de sang, il se relève avec la face déformée. Il fait se regarder Maggie en tremblant. Il dit, on va se revoir au paradis. Puis t'as juste Glenn en souriant qui redonne un autre coup. Là, les gens paniquent. Daryl, il essaie de sauter dessus, le chaos. Il essaie de prendre l'ordre. Il dit, là, vous avez compris. C'est moi le boss maintenant, ok? Puis il dit, juste pour être sûr que vous ne faites pas de la merde, je pogne votre plus tough. Il pogne Daryl, puis il le fout dans un camion, puis il part. C'est bon, hein? Là, t'es comme... Puis t'as juste Maggie qui se lève, elle dit, ok, je vais aller le tuer, Puis là, t'as Daryl qui fait, non. Elle fait, non. J'allais tuer s'il faut, je vais aller le tuer. Il fait, tu peux pas y aller. Tu as vu ce qu'il nous a fait, là? On peut rien faire contre lui. Tu sais, ça vient de même. T'es comme... Too much emotion. Là, tu sais, l'épisode, moi, c'était le soir, il était 9h du matin, j'ai écouté ça, je suis comme, ok, mais je peux pas aller me coucher, là. Je peux pas aller me coucher. Mon cœur, mon cerveau, il peut pas, là. En tout cas, maintenant, vous pouvez revenir. Alors, parce qu'on revient à avoir notre prochaine chronique, la chronique hors sujet. Ouais. Bref, ma nouvelle, c'est juste de la scène des polémiques. T'as aimé? Ben, oui et non, parce que comme je t'ai dit, le méchant, j'ai mis le méchant, en même temps, je l'ai eu pour ce qu'il a fait, mais c'est un méchant tellement, l'acteur, en plus, c'est tellement, il est bon pour faire des méchants ou des personnages agressifs comme ça. Il est à la fois gentil, puis là, non, il a pas l'air méchant, il était juste, quoi, c'est pas compliqué? C'est moi le leader, maintenant. Tu me fais pas chier, puis tout va bien aller. Puis les gens comprennent pas, tu sais, ils sont habitués de survivre, puis lui, il est comme, ok, on va régler ça. Paf, paf, paf. Vous avez compris? Parfait, ben, on se revoit plus tard.
puis il s'en va. C'est comme calice, en tout cas. Tout le monde en a parlé, il y a des mimes, il y a plein de mimes maintenant, en tout cas. C'est ridicule. Ouais. On va dans leur sujet. Alors, nous voilà dans la chronique hors sujet. Je vais te laisser commencer, mais j'en ai un peu plus long à dire, fait que... On va essayer de se dépêcher parce que le temps file. Oui, effectivement. Ouais. Encore une fois, on va dépasser notre 1 heure, j'imagine. Moi, j'ai 2 nouvelles très brèves. 3, on va dire. Hors sujet, dans le fond. Hors sujet dans mon hors sujet. La première, j'ai lu un livre que, je suis en train de finir un livre que j'ai déjà parlé, mais je vais en reparler parce que plus je le lis, plus je peux en parler. Qui est Plagiaris. J'en ai déjà parlé, c'est dans le fond, c'est un livre qui se déroule avant le premier film, l'épisode 1 de Star Wars. Excusez-moi de je le précise. Et dans le fond, ce livre-là a été créé pour une nouvelle étendue de l'ancien défunt nouvelle étendue de Star Wars. Et c'était dans le but de teaser l'univers du premier film. Donc, dans le fond, on suit le maître de l'empereur qui est dans les films, qui est Palpatine, et comment il met en place ses pions pour qu'après, quand les films commencent, toute la merde commence. Et aussi, tu comprends qu'est-ce qui est arrivé dans les films aussi, des éléments qui sont assez plus flous. Exemple, pourquoi Count Dooku, c'est un Jedi qui est rendu un Sith, des éléments comme ça importants. Comment c'est ça qu'il y a une armée de clones qui a popé de même. Il y a plein d'éléments qui sont assez plus flous dans les films, qui sont clairement expliqués dans le livre. C'est tout lui qui a manigancé ça. Donc, c'est vraiment un bon livre, vraiment profond, j'adore l'histoire. Pour les fans de Star Wars, lisez-le. Lisez-le, ça va vous mettre dans le bain pour le nouveau film qui sort bientôt. Donc, c'était ma nouvelle. Ma deuxième nouvelle, comme chaque semaine, le seul jeu que j'ai en jouer, c'est Wakfu. Il va y avoir une grosse mise à jour demain qui va permettre d'adapter les niveaux pour mieux XP, dans le sens qu'il y a comme on peut appeler jusqu'au niveau 200 et il y a un fonctionnement qui fait que tes bonhommes les plus faibles, quand t'es abonné, ont un modificateur d'XP x2, x3 dépendant de comment t'es bonhomme, et tes plus hauts dans ce cas-ci ont plus de bonus d'XP. Maintenant avec cette fonction-là, tu vas pouvoir descendre son niveau et pouvoir mettre son modificateur, mais en contrepartie il sera moins fort parce qu'il va, après c'est ton niveau 100 avec niveau 50, mais en contrepartie il va XP plus vite. Donc c'est intéressant comme c'est une grosse mise à jour qui va amener ça, c'est très intéressant. Et maintenant c'est aussi pour les donjons. Il y a des donjons, c'est des zones que tu as une série de combats jusqu'à arriver à un boss et tu l'affrontes après. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'ils prennent un haut niveau, ils le mettent avec des bas niveaux. Et dans le fond, le haut niveau fait tout, les autres font rien, ils regardent le combat. En faisant ça, tout le monde peut participer et s'amuser. Donc c'est ça la grosse mise à jour de Wakfu. Et ma nouvelle, j'ai découvert une belle gadget pour ceux qui adorent les films ici comme nous, Chromecast. C'est un petit appareil qui ressemble à une clé USB qu'on plug après la TV et par Wi-Fi, soit par cellulaire ou ordinateur, on peut diffuser par streaming nos films aussi gratuitement sur la TV. Et c'est vraiment, ça marche super bien. Et on peut même diffuser nos fichiers qu'on a sur notre ordinateur. Et c'est magnifique. Moi, je l'ai branché, maintenant j'ai plus besoin de fil. Et soit avec mon cell, soit avec mon ordi, je peux diffuser ce que je veux, c'est magnifique. Donc, je te laisse aller. Alors, qu'est-ce que tu avais à dire dans le hors-sujet? Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Pour ceux qui me demandent pourquoi je chante ça, c'était les semaines de grosses sorties et je l'attendais avec une impatience de malade mental fou dans la tête. Et j'ai nommé Battlefield 1, ça faisait vraiment dès qu'il était annoncé, moi c'était oh my god, on retourne dans le passé, Première Guerre mondiale qui est pas un univers, c'est pas un univers. C'est une époque peu exploitée. Exactement, qui a été très très peu exploité. C'est surtout quand vous avez joué à des jeux de guerre, souvent c'est parce que c'était sur la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Parce qu'il était plus grosse, qu'il y a eu plus d'armes, tout ça, c'était vraiment une autre époque. Là, EA, qui prennent jamais de risque habituellement, là, prennent un risque. Parce que ça a l'air qu'à la base, EA n'était plus ou moins pour jeux dans le passé. Mais ça fait des années qu'on est comme saturé des jeux dans le présent puis dans le futur. On avait besoin de quelque chose parce qu'on était saturé dans le Non, il était temps. Puis c'est bien apprécié, je crois. Puis pour faire mini review rapide, les multijoueurs, c'est solide. Écoute, c'est d'une beauté à se jeter en terre. Que vous soyez sur PC ou sur console, l'optimisation sur PC est excellente. Et sur PS4, les graphismes sont quasiment rien à envier au PC. C'est d'une fluidité incroyable. Le niveau de détail est fou. T'es avec un gun, t'es en train de courir dans la boîte, t'as de la boîte sur le gun. C'est malade. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et pour vite, après le multijoueur, il y a le mode campagne. Battlefield a toujours fait des campagnes ordinaires. C'est jamais vargeux, surtout le 4 qui était une catastrophe. Non, c'était vraiment mauvais. Par exemple, Hardline, autant qu'il est rempli de défauts, sa campagne était amusante, mais son multijoueur était faible. C'est genre à dire pour un BF. Mais la campagne de BF1 est probablement une des meilleures campagnes qui a été faite dans Battlefield.
c'est touchant, c'est historique, c'est inspiré de faits réels. On y va dans l'émotion et on ne va pas dans la saturation d'émotion. Écoute, tu m'as déjà convaincu, j'étais déjà convaincu à la base, mais il faut que j'y joue, passionné d'histoire comme je suis. Et moi, j'ai toujours préféré la série Battlefield à Call of Duty. Surtout depuis les derniers Call of Duty, écoute. On est parti en couille un peu, là. Mais, Battlefield, moi, j'avais découvert ça avec les deux premiers, les deux premiers classiques. Et, j'avais accroché sur l'univers, surtout le fait qu'il était, même à la base, le deuxième Battlefield, il était très longtemps un des meilleurs de ce genre-là. Oui, il y a encore une réputation que puis l'interaction dans les maps, le gameplay, les véhicules, tout ça, c'est la première fois qu'un jeu de main avait des véhicules. Call of Duty, c'est pas le même niveau, je trouve. C'est pas le même niveau. Mais c'est pas le même gameplay. Call of Duty, c'est de la rapidité, c'est du réflexe. Battlefield, c'est de la... Il y a des similitudes, sont très souvent comparées. Hein. Oui, parce que c'est dans le même temps, ils sortent tout le temps dans le même temps, et c'est deux gros mastodontes qui vendent des copies. Puis c'est de ceux qui réussissent à survivre, parce qu'il y en avait un troisième à l'époque, quand j'ai commencé à gamer, qui est Medal of Honor, qui est mort en l'œuf, le Warfighter était tellement mauvais. Je me souviens, on avait essayé d'en faire un aussi, qui était Mag. Oui, Mag, qui était intéressant, c'était 256 personnes dans une map. Pas de campagne, par exemple, mais malheureusement, le jeu était... En tout cas, je t'en reviendrai là-dessus. Ouais, j'y ai joué, mais c'est ça. Mais les serveurs sont fermés, c'est pas pour rien. Je savais pas que t'étais fermé. Mais rapidement, sur Battlefield 1, j'avais juste une dernière chose à dire. Le jeu n'est pas exempté de défauts, mais ce n'est pas les défauts dus au développement du jeu. Le contenu est faible, quand même, 9 maps uniquement, et seulement 6 modes de jeu. Sans manque de chair autour de l'os. Et rapidement, le Season Pass, $66. C'est beaucoup trop cher. Pour du contenu téléchargeable, c'est beaucoup trop cher. Ils sont enflés à tête, les Season Pass, hein, là. Mais EA, là, sont forts là-dessus. Ah, mais moi, là, EA, là, j'ai méprise depuis qu'ils ont les derniers SimCity pis les derniers Sims. Ah, ouais, je suis d'accord avec toi. Les deux derniers qu'on fait, là, j'ai méprise depuis ça, là. J'ai décidé de plus les encourager. Moi, c'est depuis Dead Space 3. Notamment scraper la série. Et j'ai pas joué au 3, j'ai arrêté au 2. Le 3 est une déception sur tous les points. Et là, parce que là, on s'étire, on est rendu à quasiment 55 minutes. Titanfall 2, j'ai acheté ça ce vendredi. J'avais hâte, mais je m'attendais absolument à rien. J'ai terminé la campagne, j'ai eu le temps de faire quelques missions solo, multijoueur très tête, c'est du Call of Duty, mais meilleur. C'est ce que Call of Duty essaie de copier et qui en est incapable. Vite fait, anecdote, c'est les autres qui ont fait Modern Warfare 2 à l'époque, qui ont quitté Activision parce que Activision c'est des gros trucs, et qui sont en allés à part et ont parti un studio qui s'appelle Respawn, c'est ironique comme nom, et qui ont sorti Titanfall, qui se veut un peu comme un Call of Duty Killer à mon humble avis. La campagne ultra variée, c'est peut-être un peu courte, mais c'est le fun, le jeu s'en va. Je sais que le 1 c'est déjà quelque chose en soi. Là. Mais c'est malade. Sérieusement, je vous le recommande. Sinon, ça fait passer une autre histoire. Il y avait des créateurs de la série Dodge Crawl qui avaient quitté le studio pour créer leur propre studio. Ils avaient fait la série. Attends, je vais essayer de me rappeler rapidement. Ils en ont fait 2, mais ils ont arrêté après parce que là, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai bien? Ça n'a pas été, c'est un manque de précision, mon gars. Ouais, ben, le deuxième, il est sorti quand même récemment, mais là, j'ai un blanc. Hein? Non. C'est, comment ça marchait, c'est que, si j'ai un... à la limite, c'est pas plus grave. Bref, c'était tellement mauvais dans le sens que le doublage était tellement mal fait, les gameplays étaient bons, mais l'histoire était tellement mal faite que le jeu était mal porté, mais je suis sûr que pour ceux qui savent de quoi je parle, ils vont le savoir. Sinon, allez voir ça, faites des recherches à comprendre ce que je veux dire, ça me fait rappeler cette histoire-là. Donc, sans plus attendre, on va tout de suite parler de notre émission, notre film de cette émission qui est le film Scream. Alors, on se rejoint de l'autre côté dans un non-spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Alors, nous va du côté des non-spoilers. Cette semaine, on parle du film Scream ou Frisson au Québec. Un film culte dans l'univers des films d'horreur. Pour tous ceux qui trippent là-dessus, si vous l'avez pas vu puis que vous trippez ces films d'horreur, écoutez-le. Sinon, c'est un film que tous ceux qui trippent ces films d'horreur ont vu. Il y a d'ailleurs, ils ont rendu jusqu'à 4 films avec l'univers de Scream. Nous, on va juste parler du premier. C'est la série. Ouais, la série qui a commencé cette année. Non, c'est la deuxième saison qui est terminée là. Voilà, ok. Qui est d'ailleurs, tu m'avais dit que t'es pas au même calibre, là. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là. Aimé, mais tu veux dire que c'est pas le même calibre? Pas le même budget, mais tu sais, le concept il y a un tueur, et c'est qui, puis quand elle traîne jusqu'à la fin de la saison, c'est vraiment intéressant pour vrai. Ok, ton opinion, ok, c'est bon, mais c'est sûr que je l'ai mis dans ma liste avec tes. Bref, on parle du film. Ouais. Donc,
pour commencer, on parle du réalisateur qui est Wes Craven. Exactement. Et il était connu entre autres pour avoir créé ce personnage-là de le Ghostface, qui on va en reparler tantôt. Et aussi, c'est lui qui crée Freddy. Malheureusement, il est décédé le 31 août 2015. C'était un de mes réalisateurs préférés. Et je voulais en faire mention parce que ça a fait un an il y a quelques mois. Et oui, c'était un pilier dans tout ce qui était horreur. Et c'était rendu au même niveau que John Carpenter Halloween. Puis, oui, avec Halloween, ben oui. Puis, il y a deux personnages iconiques qu'aujourd'hui on parle encore, qui est Freddy et Ghostface. Mm-hmm. Et Freddy, c'est sûr qu'on va en parler à un moment donné dans notre émission, mais Ghostface... bref, oui, il a fait d'autres films aussi que tu l'as mentionné. Oui, il a fait La Dernière Maison sur la Gauche. J'ai eu un remake, là, peut-être quelques années, qui est très bon, là, vraiment bon. Mais c'est quand même un film d'horreur culte. Et il a fait aussi la version originale de Les Collines à des yeux. C'était l'armée américaine qui devenait des mutants dans une caverne. Il y a une famille en PR qui se pogne une panne d'essence en plein milieu du désert, et ces mutants-là viennent attaquer la famille. J'en dis pas trop parce que si vous avez pas vu ça... Des classiques, là. Puis je vous dirais que c'est rare on dit ça, mais le remake est aussi bon que l'original. Oh, c'est rare, ça. C'est très rare, mais je vous le recommande franchement. Et c'est le réalisateur qui a fait Scream 1, 2, 3, 4. Et il a travaillé comme producteur sur la saison 1. Avant de mourir, malheureusement. Ah, c'est triste. Donc ça, c'est pour lui, c'est quand même c'est un pilier. Mm-hmm. Ça vous donne déjà l'idée de qu'est-ce qui va être le film. Et en passant, petite anecdote, excuse-moi de t'as coupé. Dans le premier Grippe de la nuit, qui est Freddy, le premier rôle de Johnny Depp est là-dedans. Ah ouais? Parce que Wes Craven a fait connaître Johnny Depp. Ah, je savais pas. The more you know. Moi, je savais que ça avait fait connaître par sa série 22 Jump Street. The more Jump Street, ouais, aussi. Mais il joue un rôle dans victime. Malheureusement, dans Freddy. Ouais, non, j'imagine bien. Donc là, on va continuer avec les acteurs. Il y a quand même une brochette intéressante d'acteurs dans le film. Certains qui sont très connus aujourd'hui, et d'autres qu'on oublie malheureusement. Qui ont été marquants pour certaines choses. Je vais te laisser les nommer parce que moi, les noms, c'est ce qui m'arrive avec. Là. Ouais, pas trop. On a David Arquette, que malheureusement, on voit absolument plus, à part un Scream 4, ça a été, je pense, une des dernières fois qu'on l'a vu. Il y a Neve Campbell qui a fait La vie à 5, c'est une série culte américaine de l'époque. Elle a aussi eu un rôle dans la série House of Cards, qui est un mini-rôle, hein, je crois. Un petit rôle, ouais. C'est plate, parce que c'était une actrice à l'époque des années 90-2000 qui était vraiment en vogue. Et dans le fond, c'est ça. Neve Campbell. On a eu Courtney Cox. Courtney Cox, qui est, pour aujourd'hui, elle est encore une très belle femme, mais à l'époque, c'était un sex symbole. Pour ceux, peut-être, qui se la replacent pas, c'est peut-être vous avez déjà vu le film d'Adam Sandler, qui joue au football et qui s'en va en prison. C'est sa femme avec le méga décolleté au début. Dernier essai. Oui, c'est ça, le dernier essai. Qui est un remake. Oui, mais qui est bon. En plus, dans le remake avec Adam Sandler, l'acteur du premier film, il fait son même rôle. Ah ouais? Ouais. Ça serait intéressant d'en parler. C'est comme une remake suite, c'est la même histoire, mais le personnage l'original, il est là aussi. Ok. C'est lui qui l'entraîne, c'est le vieux qui l'entraîne. Ah oui? Ouais, c'est lui. Ah ben. Et sinon, c'est ça. On a Keith Ulrich, qui est dur à prononcer. On a Rose McGowan. Et on a Rose McGowan, qui était connue principalement pour la série Charm. Ouais. Qui est une grosse série, je pense qu'il y a 10 saisons. Qui a fini quand même quelques années, mais qui était une série, moi, m'avait marqué. C'est une série qui c'est une des premières séries qui m'a mis dans l'univers magique et tout ça. Vraiment bonne série. Excuse-moi, je voulais en faire mention et continuer après Rose. Sinon, un acteur que malheureusement on voit plus, probablement parce que déjà des choix malheureusement comme Scooby-Doo 1 et 2, qui est Matthew Lillard. Attends, c'est rendu sa voix officielle, là, il fait tous les films d'animation Scooby-Doo, c'est lui qui fait ouais. Ça quand même pas bien. C'est lui aussi qui jouait dans 13 fantômes. Il jouait Sammy dans les adaptations en live action de Scooby-Doo 1 et 2, tu sais, deux très très bons films. Et c'est tellement mauvais Scooby-Doo 1 et 2. Ça met pas... C'est épouvantable. Ça met pas à l'honneur vraiment ce qui était Scooby-Doo qu'on était habitué de voir. Ben non, pis c'est un film qui, je sais pas s'il visait le marché familial ou le marché adolescent-adulte, parce qu'il y avait des jokes de sexe, mais absolument les jokes de sexe, ça incorpore bien pour vrai dans des films d'animation de quoi, mais quand tu le fais de façon subtile, qui a un double sens, que l'enfant comprendra pas, là-dedans, c'était clairement, hey, je peux voir mon corps tout nu. Ouais. Ce qui est encore plus triste, c'est que je trouvais qu'il y avait le look du personnage. Tu regardes, il y a la même face, il y a la même... Oui, c'était pas... je pense pas que c'était lui, malheureusement. Pour les personnages, c'était quand même... Je disais, les acteurs qu'on choisit, c'était affité... Mais c'est l'univers... C'était... C'est ça, je pense que tu vois en plus la carrière de Sarah Michelle Gellar.
Probablement. Ah, ça, on la voit plus, hein? Je pense depuis ces deux films-là qu'on la voit plus, justement, ironiquement. Ouais. Mais sinon, pour revenir sur les acteurs, Drew Barrymore, qui joue un petit rôle mineur au début du film. Oui, effectivement. C'est pas un de ses premiers rôles, c'est pas vrai parce qu'elle joue dans E.T. Ouais. Mais c'est un de ses rôles que je pense qu'elle avait peut-être relancé sa carrière, peut-être. Je m'avance sur quelque chose. Mais c'est dans sa lignée de ce qu'il a fait de monter à la gloire, là, parce qu'elle a fait tranquillement des films de plus en plus connus, dont E.T. qui était son premier. Mais c'est le genre de film que tu vois que, mettons, ça fait des années que t'as pas vu, puis tu connais plus ou moins cette actrice-là, tu fais comme, ah oui, C'est ça elle que a j'ai fait fait. d'autres choses, C'est là. ça que j'ai fait quand j'ai vu. Bref, c'est la prochaine d'acteur quand même une prochaine intéressante. Wow, oui, puis écoute, c'est plate que malheureusement la moitié là-dedans est carrière. Ouais. Mais d'habitude, je te demande de me parler du jeu d'acteur, mais tu sais, ça spoilerait quelques trucs, mais je vais quand même te demander quelques informations si ça te dérange pas. Dans le fond, parce que pour ceux qui savent pas c'est quoi, il faudrait quand même qu'on dise c'est quoi Scream. Mais juste, si tu me permets une mini parenthèse, je vais parler vite du box-office, puis je te classe ça. Ah oui, vas-y. Parce que je trouve ça cool. Le film a coûté 14 millions. Il a tellement été une révolution dans le film d'horreur des années 90, elle a rapporté 173 millions. Là, vous allez me dire, ouais, c'est pas autant qu'un Avenger. Non, c'est vrai. Et pour l'époque, les films pour le étaient budget. 6-7$. C'est, pour un film d'horreur, en plus, c'est énorme. Ouais, mais il y a beaucoup de films cultes maintenant qui sont basés sur ça parce que c'est devenu une référence. Et aussi le personnage, il est toujours connu à notre époque, là. Ghostface, sa face est mythique. Ouais, Mais malheureusement, elle est différente dans la série. Ils l'ont changé, mais ça garde l'esprit de Ghostface. Mais en tout cas. Bref, pour ceux qui savent pas c'est quoi, je vais en parler un peu. Dans le fond, petit résumé sans spoil. Le film, c'est un film d'horreur qui se déroule aux États-Unis, dans une ville. J'ai un blanc sur le nom de la ville, peut-être que tu t'en rappelles. Oh mon dieu, ouais, ben. Bref, ça se passe dans une petite ville tranquille. Et le film commence que, dans le fond, on assiste à dans le fond, on suit Drew Barrymore qui a son rôle qui est là, qui est très bref. Et dans le fond, c'est une jeune fille étudiante qui était chez elle tout seule et elle décide d'écouter un film d'horreur et de se préparer un popcorn et quelqu'un l'appelle au téléphone et l'harcèle. Et rapidement, elle va réaliser que cette personne-là rôde autour de chez elle. Et c'est là qu'on va être introduit pour la première fois le personnage de Ghostface, c'est une personne habillée en noir, une tunique noire et un masque de fantôme blanc, d'où c'est de Ghostface. Mm-hmm. Et il va rapidement il fait jouer un jeu questionnaire sur les films d'horreur et dont sa phrase mythique est quel est ton film d'horreur préféré? Ah ouais, c'est vraiment mythique cette phrase-là. Et donc, dans le fond, les premiers meurtres on le voit là. Le film nous rentre tout de suite dans l'action et après c'est là qu'on nous met le personnage principal qui est joué ici par Neve Campbell, son personnage c'est Sidney Prescott. Et dans le fond, c'est une autre fille de la même âge, une étudiante qui est à la même école, et le film commence qu'elle arrive à l'école, elle apprend le meurtre de elle, qui est une de ses amies, et ça la déstabilise, et elle retourne chez elle le soir même, et dès que c'est là que le film part en action, parce que le meurtrier va réapparaître et va s'attaquer à elle. Un peu comme, ça me fait penser un petit peu au concept de, je sais pas si t'as déjà lu le roman Les 8 petits nègres, c'est ça? Je sais, ça peut passer ce qui est pas au titre, c'était, pour résumer vite l'histoire, c'était des personnes dans une maison et chacun disparaissait au fur et à mesure. Oui. Bon, mais j'ai l'impression qu'on reprend ce concept-là aussi. Ouais, il est dans le genre, mais là, je veux pas trop dire sur le temps, je veux pas trop spoiler, mais en gros, le film tourne autour de elle, qui va se harceler le long du film par ce tueur qui va essayer de la tuer à plusieurs reprises, et que ça marchera pas, c'est pour ça que le film c'est un film, parce que le premier meurtre, il va l'avoir du premier coup, mais après, elle, il va rater sa première chance et ça va se répéter. Et aussi, tranquillement, on va commencer à comprendre pourquoi il s'attaque à elle et pourquoi il s'y vit et tout ça. Et tranquillement, on va commencer à découvrir c'est qui. Et à un moment donné, on va avoir un spoil, en tout cas, bref. Et ce qui est intéressant de ce film-là, c'est que l'histoire n'est pas axée sur le méchant, mais est axée sur elle, parce que vu qu'il y a 4 films, eh bien, oui, dans chaque film, c'est elle, le personnage qui est clé. Et donc, dans chaque film, par contre, le méchant va différer pendant les films, mais ils vont toujours avoir le même masque qui va référer au Ghostface. Bref, c'est ça l'histoire du film, en gros, ça tourne autour de elle et d'un meurtrier avec un masque de fantôme. Ça peut pas être simple de même, mais l'histoire est tellement bonne, tellement surprenante, tellement les scènes d'action ou que des meurtres, tout ça, c'est vraiment bien fait pour l'époque. C'est un film qui est quand même un peu vieux. Il vieillit pas quand même. Même si les actrices et les acteurs qu'on voit, on les voit maintenant de nos jours, sont beaucoup plus vieux. Moi, je l'ai écouté récemment et écoute, à part le style vestimentaire qui a peut-être vieilli un peu, là. Ouais, les ordinateurs, au début, la tape sur l'ordinateur, t'es comme ok, mais autrement, tu te laisses embarquer rapidement dans l'ambiance. D'ailleurs, je voudrais pas parler trop des personnages, parce que ça va les spoiler, mais je veux juste parler du personnage principal qui
joué par Neve Campbell, qui fait Sidney Prescott. Qu'est-ce que tu pensais de sa performance? Puis c'est ça qui a fait connaître vraiment au cinéma, c'est... Ouais, ben en fait, Nick Campbell, comment je pourrais décrire son jeu? C'est vraiment intéressant sur la tournure qu'elle y va parce que elle va briser les codes de ce qu'on est habitué de slasher et je trouve que son interprétation est intéressante quand il y a les scènes où elle doit affronter le méchant, Ghostface. C'est elle qui est vraiment attaquée et c'est vraiment elle qui se défend dans le film. C'est pas une doublure, c'est elle. Et je trouve ça vraiment intéressant à ce niveau-là. Les Campbell jouent aussi sur la ligne du je me méfie de tout et je doute de tout le monde. Ça, je trouve ça écœurant. Surtout pour l'époque, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Sérieusement, comment je pourrais dire plus? C'est pas digne d'un Oscar, mais... Sa performance est marquante. Là. Parce que vu que le film se voulait comme un brisure de genre, j'aimais la tournure qu'elle apportait au jeu. Elle joue pas la fille niaiseuse. C'est pas niaiseuse pour 2 secondes dans le rôle. Elle joue une fille intelligente, mais qui est malheureusement dans des proportions qui sont hors de son contrôle. Ouais. Vous allez comprendre qu'on va parler d'un spoiler un peu. Ben moi aussi, sa performance m'a marqué dès le début. Au début, elle se laisse pas prendre au jeu, dans le sens qu'elle croit pas ce qui arrive. Elle va niaiser le méchant. Finalement, elle va embarquer, elle va avoir peur, mais elle va réussir à se défendre, ce qui nous surprend tout de suite, parce qu'on va s'attendre à ce qu'elle va elle aussi mourir. Mm-hmm. Et finalement, dès le début, elle va se défendre, et tout l'autre film, ça va être ça, on va reparler d'un scène. Mais elle va donner, en plus, elle dit au début, elle n'aime pas les films d'horreur, parce que dans les films d'horreur, c'est la fille qui finit par mourir en premier, parce qu'elle sait pas se défendre, et elle fait le contraire, elle se défend. Donc c'est aussi quand il va sonner le genre. C'est aussi le personnage de Ghostface. Je parlais pas de l'acteur, mais je demandais qu'est-ce que tu pensais du personnage en tant que tel de Ghostface. C'est à faire de spoilers. Je peux pas faire de... C'est dur de pas faire de spoilers, mais je te dirais que... c'est tellement un costume simple. Ouais, c'est simple. C'est pas, tu sais, Jason avec un gros masque, une machette, là, tu sais, simple. Mais efficace. Il est effrayant, Ghostface. Puis il est pas effrayant parce que son masque fait peur. C'est parce que tu le sais que chaque coup de couteau qu'il donne, il y a quand même une direction que j'aime de Scream, c'est que la façon que le tueur va essayer de tuer, je trouve que c'est moins, mettons, on fait un zoom sur le couteau au ralenti, puis il rentre. C'est direct. Ouais. Puis sérieusement, c'est ce que j'aimais que Wes Craven a amené, c'est que justement les coups de couteau, tu sens presque qu'il va vraiment la pointer, puis t'es comme, ouais, on dirait que c'est live, là. Et tu sens tout ça, c'est, ouais. Ouais, puis il gêne pas, là. C'est ça, mais ça va jamais dans le gore. On donne un exemple, il y a un personnage qui fait rentrer un couteau dans le ventre, il y a du sang, mais tu sais, moi je pourrais dire, c'est pas de la grosse mise en scène, mais ça apporte une mise en scène, c'est weird à dire. On va parler dans chaque scène, et oui, c'est quelque chose. Moi aussi, le personnage, il m'a marqué tout de suite, dès la première fois qu'on le voit, on est comme, ben, on c'est quoi ça, puis tout de suite, il nous frappe. Puis après, à chaque fois qu'on voit son masque, mais là, il te fait chier. Toutes les scènes qu'il a, il te fait chier. Ouais, puis aussi, même, il y a des scènes que les gens vont niaiser avec le masque, et tu vas avoir peur pareil, parce que, tu te dis c'est qui? Quelqu'un qui a pas vu le film, là, c'est vraiment... Mais spoiler alert, elle est dans 1, 2, 3, 4, fait que c'est pas l'actrice principale. C'est pour donner une idée. Là, avant d'aller dans spoiler, je vais te demander ton impression générale du film, comment tu l'as trouvé? Écoute, moi je suis pas un des plus grands amateurs de films d'horreur, mais ce film-là fait partie de mes films préférés à vie. Cool. Okay. Oh oui, c'est probablement si je faisais un top 50, il est dedans. Puis il fait partie d'une liste des meilleurs 100, il fait partie dans les 100 meilleurs films de l'histoire et dans les 100 meilleurs films de l'histoire d'horreur. Puis il est classé haut, là. Dans la liste d'horreur, là, moins dans la liste des 100 meilleurs films de tous les temps, là. Mais c'est vraiment un de mes films préférés. C'était quelque chose qui a révolutionné et que personne, je dis bien personne, n'était capable d'accoter ça. Non, c'est... Tu sais, je veux dire, le film d'horreur aujourd'hui, actuellement, il est dans une tournure différente, il s'en va ailleurs, puis que je trouve vraiment intéressant. Là, c'est un film-là pour l'époque, donc ça fait juste 20 ans, là, mais j'en ai fait trop. Non, mais il révolutionne les gens, je veux dire, il y a beaucoup de films qui sont inspirés de lui. Ben, c'est eu un impact. Tout ce que ce film-là a apporté au film d'horreur, tous les films de slasher que vous avez vus par la suite, il y en a eu plusieurs, là, oui. de slasher, puis il y en a qui sont plus ou moins bons, mais qui jouaient, mettons, comment ça s'appelait? Il y avait un film, je me rappelle plus du nom, mais c'était un groupe de jeunes qui frappaient quelqu'un sur la route puis qui le mettaient dans l'eau à la fin. Oui. Mais non, moi non plus, je sais pas dire, mais je sais quoi se faire, mais on n'y sera pas là-dessus parce que, je veux dire, le temps file aussi, Max. Mm-hmm. Mais donc, t'as apprécié le film?
J'adore. Écoute, moi, c'est récemment que j'ai découvert une vague des films d'horreur. Je n'étais pas porté à la base quand j'étais plus jeune. C'est au secondaire un peu. Même si j'avais peur à la base des films, j'en ai assez quelques-uns. J'ai découvert en premier d'ici comme Décadence ou Vendredi 13 ou Final Destination qui est un petit peu plus récent. Et depuis quelques années, j'apprécie de plus en plus les films. Et celui-ci fait partie de ceux que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup, que l'histoire est originale, qui me fait peur. Parce que ce qui est film d'horreur qui me gosse, c'est que la plupart ne font pas peur. C'est ce jumpscare, là, celle-là, Ouais. ça va ailleurs. C'est surprenant, on va parler pourquoi j'ai peur dans ce film-là. Donc, sans plus attendre, on va tout aller dans le côté spoiler pour expliquer pourquoi le film est si marquant. Attention, la section qui suit concerne les spoilers. Je répète, attention, la section qui suit concerne les spoilers. Alors là, du côté spoiler, ici on va pas tout dire, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de skipper cette partie et de nous rejoindre à la fin de l'émission. On en a encore peut-être pour une quinzaine de minutes, alors sans plus attendre, le film. On t'entend de parler de nos impressions. Moi j'ai expliqué pourquoi, tu sais, la fois les films d'horreur d'habitude j'ai pas peur, mais celui-ci m'a quand même donné de la peur, c'est parce que le personnage, dès le début on a l'impression qu'il, quand je faisais ça, il est pas humain. Parce qu'on a l'impression, moi j'ai trouvé l'impression qu'il c'était passé trop vite. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, puis on sait pourquoi à la fin. Ouais, mais ça, à la fin, un des punchs du film à la fin, c'est... On continue le punch de fin? On va garder ensuite, rester, on va vous garder en haleine. Dans le fond, tout le film, on a l'impression qu'il se téléporte, littéralement, parce que il y a des scènes qui fait trop vite, c'est comme, comment ça se fait? Il se retrouve à deux bouts de la maison en même temps, comment il fait, puis tu penses que ça rentre dans le mood de le film de méchant qui est comme trop rapide. Ouais. Au fond, c'est comme au début dans la première scène, tu sais, il y a une chum de la fille qui est assise sur une chaise, puis il dit là, regarde là, il dit, tu l'as vu mettre à la lumière, il dit moi devine où je suis, là, il dit je sais pas, puis il dit je suis de l'autre côté, puis là, arrive pas de l'autre côté, il dit il va voir ton chum, il va voir, puis là, elle entend du bruit à la porte, mais en même temps elle va sur son chum se faire tuer, fait que là il est comme à deux endroits en même temps, puis là, elle rouvre dehors, elle cherche, elle le voit pas, puis là elle rentre. Non, ça arrive, voyons, j'ai un blanc, excusez-moi, je me reprends. Finalement, elle est allée jouer parce que la fois qu'il arrive, le gosseux, lui, s'amuse à chaque fois qu'il appelle. Il demande c'est quoi ton film d'horreur préféré, puis il pose des questions sur l'horreur. Puis si tu réponds bien, il te laisse en vie. C'est ça le principe, théoriquement. Mais la première fille, elle a tellement peur, puis elle se trompe en la question qu'il décide OK, puis tout de suite qu'elle décide OK, il y a une vitre qui éclate avec une chaise qui revole, puis elle part en courant, puis il arrive de l'autre côté, puis comment, mais il est censé arriver de ce bord-là. Là, tu comprends pas. Puis ça te surprend à chaque fois, puis juste le voir devant avec son couteau pis son masque, ça fait peur. Puis dès la première scène, tu le vois, elle est comme dehors, pis elle s'est dans le feu, pis là, il casse à la poignardée, t'as ses parents qui arrivent, ils remarquent pas la gueule, là, papa, maman, ils ouvrent la porte, ils rentrent, qu'est-ce qui se passe, puis là, elle est en train de se faire tuer, puis son côté comme bien relax, puis après, il retraîne, puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, ils sortent dehors, pis là, elle est pendue après un arbre, comme, voyons donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que t'as pensé de l'humour du film? Parce que oui, le film contient de l'humour. Oui, mais je trouve ça du humour noir. Oui, c'est ça que j'aime. Quand, mettons, le policier, mettons, la fille, elle ouvre la porte, elle fait ça parce qu'elle va le ghoster dans la porte. Oui. Et dans le fond, c'est le policier qui tient le masque. Excuse-moi, j'ai un peu peut-être l'ouvrir tout de suite. Puis ça arrive souvent dans le film, puis dès le début, quand ils sont à l'école, puis que la deuxième victime, qui est le passage principal, Sidney Prescott, elle vient à l'école après d'avoir survécu à sa première tentative. Et là, tout le monde niaise avec le masque. Et à un moment donné, dans les toilettes, Ghostface est là. Puis là, il est devant des masques. Il y a un moment donné, qui court dans le couloir. Puis là, comme genre, what the fuck. Puis là, elle a full peur. Puis à un moment donné, t'as le directeur qui confisque un masque. Puis finalement, il se regarde dans le miroir. Puis il a la full psychopathe avec le masque. Là, t'as plein de doutes. Tu sais pas c'est qui. T'es comme... Ça joue tellement sur la corde du... Tu vas le savoir à la fin, mais faut que tu sois patient. Parce que tout le long, tu t'interroges. Puis souvent, c'est même pas ce que tu penses. Comme la fin qu'on va remonter tantôt. Ouais, puis je veux dire, à travers les personnages, on a dit plein d'acteurs, mais un des autres personnages principaux, c'est le chum de la fille principale. Puis, dès le début, il va être accusé d'être le meurtrier parce que il va se retrouver dans la même maison qu'elle, au même moment que le meurtrier, et il va avoir un téléphone dans les poches. Donc là, ils vont l'accuser, puis il va dire non, moi je suis innocent, il va être moi. Puis là, finalement, il va prouver à cause de son téléphone que c'était pas lui. Et du coup, c'est comme ok, mais tu sais, il a l'air quand même psychopathe, ça. Là, t'es comme pas sûr. Il y a des doutes, puis finalement, elle fait ok, excuse-moi, je me suis trompé, là, ils reviennent ensemble, tout ça, puis ils couchent ensemble. Mais pour le fun, quand tu l'as écouté, c'était-tu la première fois que tu l'écoutais? Non, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était au secondaire, ça faisait longtemps. Ok, ça faisait longtemps. Là. Ouais, là, je l'ai écouté pour l'occasion, mais c'est un classique, mais moi, c'est juste le personnage, tout le long, t'as l'impression qu'il il se téléporte, il est-tu mythique, genre, il y a quelque chose, c'est ça, il y a quelque chose, on se demande tout le long c'est quoi. Mais toi, dis-moi qu'est-ce qui t'a marqué, là?
C'est ça que comme je me répétais un peu, comme je te dirais, la mise en scène de la violence qu'il y avait au coup de couteau. Je te dirais que ce que j'ai vraiment apprécié du film, c'est les contre-emplois. Tu sais, comme je faisais mention tantôt, comme toi t'as fait de la mention du fait que Nick Campbell va se défendre. Là, le nerd qui est joué par Jamie Kennedy, que tout le monde a oublié, malheureusement, joue beaucoup sur le fait comme c'est comme un film d'horreur, il va faire ça. Il va faire ça. Il joue sur la corde de c'est un slasher, mais c'est pas un slasher, tu sais, tu sais, comment je pourrais dire? C'est tellement brut comme film, c'est tellement violent, mais c'est tellement en même temps. Puis l'humour vient comme. Tu sais ça, mais t'as repogné le stress. Wes Craven, là, il y avait tellement un don pour faire des mises en scène intéressantes là, pour des films d'horreur. Puis. Je m'ennuie de ce gars-là. Je suis sûr qu'il aurait été vieux. Non, mais sa réalisation, écoute, c'est impeccable. La façon que les scènes sont tournées, quand les scènes d'horreur qui se passent, que le Ghostface se promène dans la maison, il a plusieurs endroits à la fois au téléphone, et il fait son jeu de questions avec sa phrase quel est ton film d'horreur préféré? Pour le fun, t'as pensé quoi de Courtney Cox qui joue la journaliste là-dedans? Mais au début, ce personnage, c'était comme ok, mais c'est un personnage, c'est l'impression qu'il va taper ses nerfs, tu sais. Parce qu'elle arrive comme, elle veut tout savoir, elle veut avoir les ragots, tout ça. Puis Nick Campbell, elle passe dans la face. Directement, il frappe dans la face, parce que tu apprends que d'abord, c'est elle qui a géré un événement qui est arrivé dans sa vie. C'est pour ça que c'était presque les personnes principales. Il y a un an de ça dans l'histoire. Sa mère a été violée et tuée par un gars qui a été mis en prison grâce au témoignage de elle. Et c'est la journaliste qui s'est chargée du dossier dans les nouvelles. Et c'est les deux, grâce à ça, elle s'est fait connaître. Et dans le fond, le film tourne autour de cette histoire-là et qu'on apprend tranquillement les liens. Que dans le fond, rapidement, on apprend que le gars qui était accusé, dans le fond, il est innocent. Puis il n'est pas nécessairement condamné à mort. Et là, t'essaies de comprendre c'est qui le vrai coupable, parce qu'il court toujours. Puis là, il y a des liens qui disent que c'est Ghostface. Et tranquillement des liens. Puis là, tu te dis, ok, mais c'est qui? Et là, à la fin, t'as la twist que tu t'attends pas, que si tu veux, je vais te laisser... Tu veux que je le dise? Ok, on va dire tout de suite, là, c'est quoi la fin? Le punch de fin, comment il était incroyable pour ceux qui l'ont pas vu, le film, les autres le savent. C'est quand on apprend qu'il n'y a pas un tueur, mais il y a deux tueurs. Là, t'es comme, quoi? Non, depuis le début, ils sont deux, puis tu comprends maintenant que tout était... Comme tu disais, le méchant s'était placé bien trop vite, puis des fois, il était comme quasiment à deux endroits en même temps. Puis c'était... Écoute... Mais c'est aussi la scène comment on le découvre. Moi, j'ai adoré, c'est genre, elle tourne chez elle ensanglantée, genre, là, elle essaie de cogner, puis là, il y a deux gars qui disent, mais, t'as promis, t'as le gars qui fait Scooby-Doo, j'ai oublié son nom, là. Matthew Lillard. Ouais, ça, pis t'as avec l'autre gars, le nerd, puis il dit, c'est lui le meurtrier, là, il dit non, c'est lui le meurtrier, puis les deux, ils se provoquent. Elle fait, je veux rien savoir, puis elle rentre dans sa maison, puis elle barre la porte, elle a un fusil dans les mains. Là, tu son chum qui descend, il marche plein de sang, pis comme, aide-moi, là, effectivement, il fait, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, passe-moi le fusil. Elle dit, non, elle dit, passe-moi le fusil, je m'en occupe. Fait que là, il rouvre la porte, il les laisse rentrer, puis il fait juste se retourner, puis il descend le gars, puis il regarde son regard qui change. Fait comme, ah non, je vais te faire une laisse. Puis comme, il y a son regard psychopathe qui pense, oh non, c'est pas vrai, oh non. Puis regarde, là, elle vient de comprendre, oh non, oh non. Puis là, tu dis, mais pourquoi? Puis là, tu commences, t'apprends l'histoire, d'abord, c'est une question de vengeance que... Ouais, c'était quoi, pourquoi? J'en rappelle plus, c'était quoi? Ben, dans le fond, c'est que la mère à Sydney a été violée et tuée par un meurtrier. Et il y a des gens qui disaient que dans le fond, c'était une catène, celle-là, parce qu'elle couchait avec un gars pour tromper son mari. Et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a couché avec un autre mari, que lui, c'était le père de ce gars-là. Ok. Puis après ça, ben lui, il a laissé sa famille là, puis il a essayé de sortir avec elle, mais elle pouvait pas parce qu'elle avait déjà marié, fait que ça a comme cassé une famille. Puis lui, il l'a mal pris parce qu'il n'y a pas eu de présence paternelle. Ah, oui, c'est ça, c'est ça. Fait que c'était l'ennemi en crise. Fait que là, il décide de se venger. Fait que c'est lui qui avait tué sa mère avant. Et là, il revenait pour tuer le père, puis il a aussi tué elle pour détruire la famille au complet. Et là, c'est là que t'as tous des deux. Puis il dit, oh, le plan est parfait, c'est toi qui a passé pour une folle, puis qui a été à meurtrière. Puis à la fin, ils veulent s'arranger pour que c'est elle la coupable. C'est ça le plan à base. Ouais, c'est ça. Là, t'as le journaliste qui arrive, là, en regardant avec le fusil, puis là, finalement, ça a deux reprises, on pense qu'elle est censée être morte, mais elle est pas morte à chaque fois. Puis pour le fun, t'as trouvé comment David Arquette qui jouait le policier? Qui joue un policier un peu épais aussi, là? Ouais, ben, tu parles dans le fond, dans le fond, le frère de la meilleure amie, ouais, ben, j'ai aimé son personnage, qui avait une touche légère, parce qu'il était comme là pour le sérieux, mais en même temps, tu parles du côté de l'humour, mais il niaise dès le début du film, parce qu'ils disent qu'il c'est pas vraiment un policier, parce que tu sais,
Il y a la journaliste, la nièce, elle le crouse pour comme le convaincre de le laisser parler. Parce que, tu sais, dans le fond, il y a rien pour lui, c'est comme un policier de bon niveau, là. c'est même son boss, il rit de sa gueule, c'est comme, ben, c'est mon assistant, là, c'est, Ben, il jouait beaucoup, même dans d'autres films, il joue beaucoup de comic relief, là. Je sais pas si t'as déjà vu Terreur sur 8 pattes. Non. C'est comme les grosses araignées géantes, là, qui attaquent la ville. C'était bon pour vrai. c'est bizarre que ça peut paraître, là. Puis c'était lui, l'acteur principal, puis il jouait justement les gars drôles. Moi, je connaissais pas, mais non. Chaque personnage en est de quoi, je veux dire, tu sais, tout le long, t'as des doutes. Comme on est le bout avec le directeur au début, que, ben, lui, rapidement, au début, après, je pense, 1 heure, il confisque un masque à 2 gars, puis il dit là, ça va faire, c'est pas drôle, je vous expulse tous les deux, ça se fait pas, là. Donc là, il faut le fuir, il rentre dans son bureau avec le masque, puis il commence à niaiser avec le masque, puis il se regarde dans le miroir, puis il dit comme, Oui, j'ai ça. ouais, mais c'est-tu lui? Il est comme, il a l'air full psychopathe, ça fait tellement lui, là. Les gars, ben non. Puis là, non, il laisse en doute comme ça. C'est pour ça que tu comprends pas. Puis aussi, côté que se téléporte. Puis, ouais, c'est la fin qui est tellement surprenante. Le film en soi, il est quelque chose. C'est ce genre de film, tu sais. J'ai pas la chance d'écouter les 4. J'ai écouté les 2 premiers, moi. J'ai pas vu le 3. Puis tout le monde me dit que je fais bien de pas avoir vu le 3. J'ai vu le 2 qui est dans la même veine un peu. Malheureusement, c'est peut-être ça son problème, en fait, c'est de pas avoir osé peut-être plus. Le 4, par exemple, que j'ai été voir au cinéma, qui a été acclamé par la critique, mais qui était un échec commercial, mais qui était vraiment bon. On amenait, oui, le film, on jouait plus d'humour, par exemple. Il y en avait beaucoup plus que d'habitude. Puis c'était vraiment intéressant de voir comment que on ramenait tout. Puis à la place, ce qui était la twist intéressante de Scream 4, c'est que on y allait avec les technologies actuelles. C'est les cellulaires, les webcams, Internet. On jouait beaucoup encore plus sur cette ligne-là. C'est ça qui rendait le 4e vraiment intéressant. Malheureusement, la série Scream s'éloigne un peu de ça, malheureusement. En fait que j'adore la série. Moi, j'ai écouté les 2, je les ai quand même trouvé, le premier c'est un cool, le deuxième j'ai trouvé bon aussi. Oui. Mais moi, je savais pas quand j'ai appris qu'il faisait un 3, puis là, il y a aussi un 4, j'étais comme. Mais il a entendu un bout avant de faire le 4. Ouais, mais pareil, je disais, c'est comme, j'avais l'impression d'étirer la soupe, ça tourne toujours autour du même personnage. Oui, le méchant il change, on n'a pas le choix, tu sais, je veux dire. Mais le fait de tourner toujours autour du même personnage, j'avais l'impression que ça aurait pu tomber en dedans. Ce qui est arrivé avec le 3e, entre autres, c'est les rares commentaires que j'ai eu de ce film-là. Ce qui est devenu redondant pour ça, c'est encore autour de la même personne. Le 4e, ce qui est arrivé, c'est que le personnage revient comme chez elle, je pense, du genre. Là. Dans lequel, ça? Le dernier. Le 4, mais en fait, ce qui arrive, c'est que on voit avec une plus jeune génération, une nouvelle génération, ils vont voir encore louer au gars gay qui dit ah c'est le film d'horreur marche de même pour aller on faire ça. Puis en fait ce qui arrive, c'est que dans le fond, une des actrices principales joue la nièce de Neve Campbell. Campbell est là-dedans, elle a un rôle plus mineur, là, on va se le dire. Mais c'est vraiment la nouvelle génération qu'on voit là-dedans en fait. Mais c'était vraiment intéressant, puis vraiment, je me rappelle même plus c'était qui le tueur. Ah non, oui, je me rappelle c'était qui le tueur, excuse. Mais ça, je pense qu'à un moment donné, c'est intéressant peut-être les faire un par un les Scream dans le show. Ça peut être pas payé, mais là on vient de faire là, mais on préfère deux aussi. Peut-être à chaque Halloween. Oh, ça pourrait être une possibilité, mais il y a d'autres classiques d'Halloween qu'il faut parler d'horreur, je veux dire. On parle de vendredi 16 tantôt, mais ce sera un classique. Après, il y en a quand même 10. Est-ce que toi, t'as autre chose à dire? Ben, à moins que t'aies une autre scène marquante que tu veux parler. Ben, plus ou moins. Parce que ça reste juste un film de meurtre pareil aussi, tu sais. Bon, c'est pas à dire la même, là, mais. Moi, il y en a plein qui m'ont marqué. J'en ai discuté une, mais j'en ai vraiment parlé de celle dans les toilettes, là. Je veux dire, elle va aux toilettes, là, elle est assise, puis là, il y a 2 filles qui rentrent, qui commencent à jaser d'elle, puis ils disent que genre, c'est une salope. Ah oui. Puis là, elle sort, puis là, elle attend du bruit, puis comme pas sûr. Puis là, elle regarde le miroir, puis elle regarde les toilettes, elle regarde en dessous, comme ok. Puis là, elle hésite, elle est super partie, mais paf! Il y a une scène dans le garage aussi. C'est-tu pendant un party? J'essaie de me rappeler. Oui, c'est dans le party, il me semble, dans le garage, un party, ouais. Ouais, puis il tue avec la porte de garage, c'est ça. Écoute, c'est. Mais moi, je donne, hein, il trouvait tout le temps une façon de le tuer d'une façon différente. Ça, ouais, ça, c'est original. Écoute, je pense que c'est le moment de donner notre note du film, donc sur une épisode sur 5 étoiles, sur 5 en fait. Tu donnes combien? Je donne 4 étoiles sur 5 pour être en culte, pour avoir révolutionné le monde du cinéma dans le monde de l'horreur, pas en général, et pour tout ce que Wes Craven a pu apporter avant et après, et grâce à ce film-là qui est comme d'après moi comme le dernier meilleur film qu'il a fait de sa carrière. Ouais, non. Toi, tu te donnerais combien? Écoute, t'as tout dit ce que je voulais dire dans un sens. J'allais dire la même note. Moi, comme je dis, film d'horreur, c'est difficile pour moi parce qu'il faut qu'ils me font peur. Et si j'en écoute beaucoup, je suis déçu. Mais celui-ci, Scream, ça reste dans les cultes que je vais vouloir écouter, c'est certain.
Donc, je donne la même note que toi, je donne un 4. Ah ouais? Ouais, On est élevé. Là, ces derniers temps, il me semble qu'on critique rien que des bons films. Là. Ben, c'est temps tu t'aimes des films, ce qui est pas normal pour toi. Hein, Ouais. D'ailleurs, on va faire une émission bientôt sur Daredevil, où tu vas pouvoir vanter les mérites de ce film, méconnu du public. Ouais. J'ai des choses à dire. Il y en a un autre sur le cœur, comme pour Batman Superman. Là. Une émission spéciale de 3 heures avec seulement Max comme invité. Hey, mon chum, tu sais qu'on peut te suivre sur Internet? Ben moi, vous me suivre sur ma page Facebook, Mathieu Bellec-Prévost. Vous me suivre sur mon autre page, que je parle chaque semaine que je tease un projet qui est les poissons de 3 étoiles. On a eu différents problèmes majeurs et mineurs qui font en sorte qu'on n'a pas pu sortir une vidéo actuelle. Je sais que je tease depuis plus d'un mois. Même Hugo, la semaine passée, il l'a teasé avec nous. On a des problèmes d'horaire. On est 3 pour faire le projet. Il faut que les 3 soient présents pour compléter le projet. En plus du dimanche soir qui est occupé avec moi. Mais je vais m'arranger pour que, on veut sortir une vidéo rapidement, on veut pas que notre page tombe morte. Donc, on travaille là-dessus. Et toi, où on peut te suivre? Vous pouvez me suivre sur Facebook @MaxTarion, sur Twitter @MaxTarion, moi je suis original de même, sur Instagram @MaxTarion1. Fallait que je tease mon Instagram. On s'en sac de mon Instagram, je ne pas jamais rien. T'en parleras plus jamais. Non, c'est ça. Puis l'important, c'est que vous pouvez suivre notre page sur la Ligue des cinévores sur Facebook. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube, la Ligue des cinévores, on est original de même. Effectivement. Et sur Twitter @Ligue cinévore. Et sur iTunes. Et sur iTunes et sur DJPod aussi, qui est notre hébergeur de fil RSS. Vous pouvez nous suivre directement sur ce site-là aussi. Effectivement. Et d'ailleurs, nous sommes toujours en procédure d'être sur RZO. C'est pas, on vous en a déjà parlé qu'on était censé être dessus. Il y a quelques petits problèmes mineurs à régler. On ne suit pas de finaliser les derniers problèmes. Et après ça, on va être parti. Le bateau va être à flot et on aura plus de problème pour le reste. En passant, Mathieu et moi, on s'est parlé un peu avant. On se dit d'ici fin décembre, début janvier, on va avoir nos micros. Effectivement, de meilleure qualité. Oui, et éventuellement, si certains d'autres podcasteurs écoutent le podcast actuellement, si on désire éventuellement avoir un invité dans le podcast, on vous mentira pas, on peut peut-être un peu plus se faire connaître, parce que malheureusement, dans le nôtre, sont pas ultra élevés, mais on croit à notre projet et on va travailler dessus. Et on vous l'annonce tout de suite, puis Mathieu, il s'en attend pas. À la fin de l'année, on va vous faire le décompte des 10 meilleurs films qu'on a écoutés à la fin d'année et les 10 pires. Effectivement, je suis d'accord de faire ça. Tu me l'apprends, mais oui, c'est une idée qui m'a déjà traversé l'esprit. Ça va être une bonne idée. On va faire, je dirais qu'on va faire plus d'affaires comme ça. Pas juste à la fin d'année, mais aussi sur les événements. Mettons là, l'Halloween, j'aurais voulu qu'on fasse un top Halloween, mais on n'a pas eu le temps. Mais mettons pour Noël ou autre événement, j'aimerais ça qu'on fasse des tops aussi pour donner aux gens des idées de films. On n'a pas toujours le temps de faire des recherches sur des films qu'on veut écouter. Des fois, on prend des nouveautés par-ci par-là, puis on est déçus. On va aussi vous conseiller. J'aimerais ça peut-être faire une chronique, créer une nouvelle chronique peut-être, dépendant des émissions, sur quoi écouter ou. Ouais, comme moi qui veux faire une mini chronique box-office. Ben, on l'a comme intégré un peu à notre section. Mais je pense que éventuellement l'émission va évoluer dans le bon sens. Ouais. Et on vous le dit tout de suite, le son va être la priorité. Et après ça, au fur et à mesure, on va s'en aller vers une direction qui va être encore meilleure. On veut vraiment être intégré dans le podcast québécois, puis si on peut rejoindre des Français, tant mieux. Mais on veut vraiment avoir une bonne place dans le podcast québécois. Et oui, on espère fort, c'est un projet qui nous tient à cœur. Alors, restez à l'afflux et écrivez-nous, commentez nos affaires, on veut vous entendre. Et on se voit la semaine prochaine. Ouais. Donc, la semaine prochaine et au revoir. Et au revoir.